dirait que la question palestinienne a commencé le 7 octobre, Ouais. alors que ça fait 75 ans que ça dure, et là on dirait que ça a commencé en 2022. En réalité, c'est Poutine qui essaye d'éviter la guerre mondiale. Quand tu regardes la tenue de Poutine, la tenue de Xi Jinping, et même la tenue de Modi en tant que chef d'État, le problème il est vraiment en Occident. Bienvenue sur Géopolitique Profonde. Une fois n'est pas coutume, je vais faire les interviews. On est aujourd'hui à Moscou, en compagnie d'un invité exceptionnel avec qui j'ai passé une semaine, un peu par hasard d'ailleurs. On est allé ensemble dans le Donbass et on va vous faire un retour sur le sujet dans un premier temps. Et dans un second temps, on va parler un peu des concepts que dont Alain Soral a parlé un peu dans les conférences qu'il a données ici à Moscou. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que vous devez maintenant faire une petite pause sur cette vidéo pour mettre un j'aime, c'est très important. N'oubliez pas que c'est le meilleur moyen de soutenir la vidéo et de permettre que cette vidéo de toute façon soit le plus diffusée le plus largement possible. Donc mettez ce j'aime et n'oubliez pas de vous abonner également avec la cloche. Je précise aussi que cette vidéo est sponsorisée par Géopolitique Profonde. Donc vous avez le lien en dessous dans la description pour vous abonner à la revue, c'est très important également. C'est grâce à ça qu'on peut notamment payer ces magnifiques studios aujourd'hui à Moscou. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la revue. Alain Soral, bonjour. Bonjour Franck. Alors Alain, on a passé une semaine ensemble à Moscou et également on est allé dans le Donbass. C'était une expérience assez intéressante. Je voulais savoir un peu quel était ton ressenti. C'est pas la première fois que tu viens en Russie. Est-ce que tu as constaté déjà une évolution par rapport aux années précédentes où tu étais venu? Et je voulais savoir également ce que tu pensais de ce voyage qu'on a effectué dans le Donbass. Alors, je vais déjà répondre à la première question. Moi, je suis venu la première fois à Moscou en 2016 et je trouve que le standard qui permet de juger un pays, hein, c'est-à-dire le réseau routier, les façades d'immeubles, les commerces, les gens dans la rue, ce standard est vraiment en hausse de façon très impressionnante. Tandis que si on compare avec l'Occident et notamment la France, c'est en train de s'inverser. Et d'ailleurs, puisqu'après on a roulé longtemps, parce que je crois que c'est 1200 km pour aller dans le Donbass, et on a pu expérimenter les autoroutes et les stations-service. C'est quand même la vie, c'est ça les critères en fait d'un pays qui fonctionne. Surtout dans le fin fond de la Russie où on est censé ne pas avoir d'infrastructures ou alors avoir des infrastructures de moins bonne qualité. Jusqu'au fin fond du Donbass. Le réseau routier est impeccable, donc je pense qu'il y a eu un gros travail d'amélioration, parce qu'il me semble que ce n'était pas à ce niveau-là avant. Et par exemple, si on compare les stations d'essence avec le magasin, on a les mêmes choses à peu près en Occident, et notamment en France. Je trouve aujourd'hui que, par exemple, ce genre d'endroit est mieux tenu en Russie qu'en France, notamment. Et un critère très important, les toilettes. On peut juger un pays à ses toilettes. La Suisse a un très haut standard au niveau toilettes. Les toilettes sont toujours propres. En France, c'est toujours dégueulasse. Et là, j'ai été étonné, je redoutais, parce qu'on redoute la toilette publique. Surtout quand on fait 20 heures d'autobus. Ah oui, et ben, les toilettes étaient plutôt très bien tenues. Et ça, je pense que ce sont des critères sérieux pour juger d'un pays, de sa place et de son niveau de civisme, et puis son niveau d'investissement public dans les infrastructures, son niveau de développement. Et franchement, c'est en haut, c'est de manière très spectaculaire. On le constate aussi sur tout ce qui est façade d'immeubles à Moscou. Il y a un énorme travail de présentation. C'est très propre. C'est repeint. Je ne parlerai pas aussi par exemple de la population. On voit très peu de tags. On n'a pas un sentiment de délinquance. On ne sent pas c'est une mégapole, par contre. On sent le côté mégapole internationale. Et c'est là qu'on sent quand même, si je réfléchis à Paris ou même moi je suis à Lausanne, on est dans un standard très supérieur au niveau de l'activité et on est vraiment dans une ville-monde, je dirais. Hein, c'est très impressionnant au niveau de la diversité de population, de l'activité. Et ça, c'est un choc, c'est quelque chose qui nous fait penser à l'image de l'Amérique traditionnellement, tu sais, New York par exemple. Et là, à Moscou, on est dans cette ambiance-là. Il se passe énormément de choses, il y a énormément de monde, ça bouge énormément, et ça sent quand même la prospérité. Ouais. Il n'y a pas ce sentiment de guerre, parce que la Russie est un pays en guerre aujourd'hui. Il y a eu des attaques, encore une fois, pas loin de Moscou, hier, mais la population vit normalement, la situation a l'air apaisée. Oui, je n'ai pas abordé ce sujet très important, c'est qu'on n'a aucun sentiment de guerre à Moscou. On ne voit pas très peu de militaires, aucun blessé de guerre, j'en ai pas vu un seul. Alors, après, je ne sais pas si c'est géré ou pas, mais la notion d'opération spéciale est assez juste.
la Russie n'est pas en guerre au sens de mobilisation générale, et on n'a aucun sentiment de guerre à Moscou, même s'il paraît de temps en temps, mais ça on le découvre dans les médias, qu'il y a des attaques de drones. Alors le principe, c'est que là, récemment, il y a eu une grosse attaque de drones de l'Ukraine sur la région de Moscou. Ils envoient 400 drones. Le système anti-drone en descend 392. Et il y en a 3-4, effectivement, qui font un peu de dégâts, mais c'est pas significatif par rapport à la ville. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un courir, j'ai jamais entendu un cri. Ouais. Donc, et aussi, dans le Donbass, c'est un peu la même chose, même si on est allé assez près du front, parce qu'on était Environ 20 km du front. Dans cette ville Donetsk. qui s'appelle Donetsk, j'essaie de ne pas faire d'erreur de prononciation, et on n'a pas de sentiment de guerre non plus. Si, le sentiment de guerre, c'est les bâtiments abîmés, hein, les impacts sur les façades, des bâtiments en ruine, mais pareil, il y a eu un énorme travail de remise à niveau, notamment des infrastructures routières. Les routes, il n'y a pas de trous d'obus, ça fonctionne très bien, et la population vit calmement, franchement. Relativement normalement. On voudrait jouer les mythos, on pourrait dire qu'on est allé en zone de guerre et se la jouer, je dirais, à l'américaine. Mais en réalité, c'est ce que j'ai dit à certains journalistes, le risque, c'est pas de venir proche du front. Le risque, c'est ce qui nous attend quand on va rentrer loin du front, c'est-à-dire toi en France, moi en Suisse. Parce qu'en revanche, on voit que même si officiellement il n'y a pas de guerre, l'Occident collectif se comporte en réalité comme s'ils étaient en guerre avec la Russie. Car je rappelle que les sanctions, elles sont dans ce sens-là. Et l'agressivité envers la Russie, bon, on peut discuter de la relation russo-ukrainienne, mais ce qui est certain, c'est que la déclaration de guerre, c'est une déclaration de guerre de l'Occident collectif contre la Russie, parce que la Russie a osé aller protéger, on va dire, les russophiles du Donbass, et a osé à un moment donné aller protéger en fait sa population. Hein, quand on est sur le terrain, ça paraît évident. Hein, il n'y a pas de... Je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais on n'a pas du tout l'impression d'un territoire occupé par une armée étrangère quand on est dans le Donbass, à aucun moment. Pas du tout, et c'est ce qu'on constate d'ailleurs en parlant aux civils sur place, hein, tout simplement. Donc tu dis qu'il n'y a pas de sentiment de guerre, que c'est plutôt apaisé. N'empêche que quand on pose des questions directement aux gens, ils sont impactés, parce qu'ils ont eu leurs familles qui ont été potentiellement détruites, pareil pour leur habitation, donc ils vivent quand même sous un sentiment latent de guerre. Et il faut oublier que le front est vraiment pas loin de chez eux. Sachant que n'oublie pas aussi qu'il y a un drone qui a pété pas très loin de l'hôtel, à 6 minutes de notre hôtel. C'était peut-être pour nous. Donc après voilà, la guerre c'est beaucoup de bruit, c'est toi qui l'avais constaté aussi, donc on n'a pas entendu de bruit, de tir ou des choses comme ça. Moi j'ai été dans des endroits où il y avait la guerre, comme en 2006 par exemple au Liban, à Beyrouth Sud. On entendait le long staccato, tu sais, et les rafales, tu vois, on était plutôt dans une ambiance. Là, franchement, on n'a jamais rien entendu. Et en revanche, avant d'oublier, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que dans le Donbass, il y a un climat soviétique bien plus qu'à Moscou. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges et on a un patriotisme très populaire, sans doute parce que c'était une région minière. Hein. Et là, on voit quand même que c'était le pays du prolétariat, l'URSS, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on a une population très populaire. Ça se voit aussi sur le standard physique des hommes, ça ne faudra pas oublier. Pour Macron qui pense qu'on pourrait faire la guerre à la Russie, le standard physique des hommes, notamment dans le Donbass, c'est pas le même qu'en France. On a des masses. Enfin, je sais pas, je vais être politiquement un peu incorrect, mais j'ai pas vu trop de tapettes, quoi. Hein. Il y a des, on n'a pas vraiment envie de se bastonner dans les bistrots. Hein. Non, ouais, j'ai vu des gens très les mecs sont musclés. Très calme d'ailleurs, hein. C'est de la force tranquille. Et ça c'est impressionnant, c'est important le standard racial. On est dans le Donbass dans une région de travailleurs manuels historiquement, parce que c'est des régions minières, avec des types très costauds, voilà, et qui sont calmes. Et je pense que eux sont prêts beaucoup plus que nous, qui sommes des urbains. Postmoderne à encaisser un conflit si jamais il y avait. Et moi, si je veux envoyer un message aux Français, il ne faut pas aller se frotter aux Russes, et surtout pas à ces Russes du Sud, parce que franchement, on n'est pas au niveau. Hein. Mais comme tu l'as dit, eux, ils ont commencé à subir le conflit, les obus, dès 2014. Donc, il a quand même fallu 8 ans à Vladimir Poutine pour lancer l'opération spéciale. Donc, ils sont quand même battus, ils se sont défendus, notamment la ville où on était. Les Ukrainiens n'ont pas pu prendre cette ville parce qu'ils se sont défendus eux-mêmes. Oui, c'est une guerre de milice au départ. C'est-à-dire que les gars se sont levés
il y a beaucoup d'héroïsme. Bon, on le voit avec des tas de monuments. Et l'héroïsme, c'est en général des civils qui ont pris les armes pour se défendre, qui souvent d'ailleurs ont été en infériorité numérique. Et c'est pour ça que le propos, c'est pas pourquoi Poutine est intervenu, c'est pourquoi n'est-il pas intervenu avant. C'est ça la question. Et en fait, la réponse, elle est donnée, c'est que l'armée russe, la Russie n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Et d'ailleurs, je pense que quand Poutine a lancé l'opération spéciale, je pense qu'il avait pensé à la Crimée, à la Géorgie. Il ne pensait pas que l'Occident collectif, c'est-à-dire l'OTAN, le contrerait à ce point-là. Et je pense qu'il a, là aussi, Poutine voulait se limiter à une opération spéciale qui consistait à libérer le territoire du Donbass, qui, je le rappelle, au départ ne proposait pas de rejoindre la Russie, mais de bénéficier d'un statut spécial qui correspondait à leur réalité historique, linguistique. Et c'est ça qui leur a été refusé, et refusé brutalement, puisqu'on a les discours politiques qui leur disaient « Dorénavant, vous vivrez dans des caves, il n'y aura plus rien pour vous ». Et en fait, il y avait un abandon de ces populations aussi au niveau des investissements publics. Leur environnement se délabrait, et on voit bien que la Russie de Poutine est venue les protéger, les libérer et leur redonner, comment dirais-je, une vie décente. Hein. On voit bien qu'il y a énormément d'investissements pour non seulement réparer les dégâts de la guerre, mais même remettre les infrastructures au niveau, parce que la stratégie de l'Ukraine pour les punir de se sentir russes, les avait strictement abandonnés en termes de réseau électrique. Enfin, je veux dire, la situation était de plus en plus dysfonctionnelle. Et c'est quand même, avant de faire de la haute politique et des phrases, c'est quand même ça qu'on voit sur le terrain. C'est le travail que fait la Russie en termes d'investissement pour remettre cette région au niveau. Et d'ailleurs, il y a encore des problèmes, puisque à l'hôtel, on avait des problèmes d'eau, par exemple. D'ailleurs, des coupures d'eau régulières. Et d'ailleurs, on voit là, comment dirais-je, ce côté élégant de ces populations, c'est que nous, on était dans un hôtel en tant que journaliste, et il y avait une volonté qu'on ait de l'eau, alors que j'ai discuté, et tu le sais, on a discuté avec des gens du coin, eux se dépêchaient de rentrer parce que c'était leur jour et leur créneau de douche, c'est-à-dire que ils ont de l'eau qu'à certains moments. Et l'eau, c'est le truc auquel on pose pas, c'est encore pire que l'électricité. Quand tu arrives c'est les toilettes encore, et chez puis toi, la douche. Et que tu n'as pas d'eau dans les robinets, et qu'il y a des... Alors, il y avait, à l'hôtel, il y avait des bonbonnes d'eau à côté des toilettes, avec un seau et puis une écumoire, je ne sais pas comment on dit. Alors, on se posait pourquoi? Parce que quand il y a des coupures d'eau, tu vas aux toilettes, tu as un problème de chasse d'eau et tout ce qui va avec. Et ça, c'est important pour tu sais, les mythos qui prennent la guerre pour des jeux vidéo et des films américains. C'est que la situation de guerre, c'est ce genre d'emmerdement permanent dans la vie quotidienne. Pas d'eau dans la chasse d'eau, pas d'eau dans les robinets, ce qui est très pénible. Quand tu rentres, nous on a fait 1200 km en autocar, on est épuisé. C'est 1200 km en plus avec des détours, parce qu'on doit passer par une frontière compliquée, forcément. C'est 18 heures, je crois. Hein. On s'est tapé 18 heures. Oui, à peu près. C'est le plus dur, c'est ça quand même. Ouais. Hein. C'est le mal au cul. Ça fait 2 jours de voyage pour 5 jours sur place. Et quand tu arrives et que tu ouvres le robinet en te disant je vais me rafraîchir ou je vais prendre une douche, parce que tu penses à la douche, et qu'on te fait comprendre qu'il n'y a pas encore d'eau, mais qu'il y en aura tout à l'heure, et que s'il y a de l'eau dans les chambres des numéros pairs, il n'y a pas d'eau dans les chambres des numéros impairs, et qu'il faut être tombé du bon côté ou attendre son tour, c'est là que tu comprends quand même la guerre au niveau de l'impact de la vie quotidienne. Et ça, c'est une bonne leçon pour les excités et les marioles, je veux dire, qui croient connaître la guerre, comme nous, on croit la connaître, parce qu'on est une génération qui ne l'a jamais vécue. Alors qu'avant nous, il y a eu quand même la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On est quand même, nous les post-boomers, la première génération à n'avoir pas connu la guerre, et on identifie la guerre aux films américains et aux jeux vidéo. Et en fait, la situation de guerre, même là où on n'entend pas d'obus, etc., c'est des coupures d'électricité, des coupures d'eau, des trous dans les routes et des choses comme ça. Et là, la question qu'ont encore les gens de Donetsk, c'est la question d'eau, parce que les Ukrainiens, qui sont pas sont quand même des professionnels du sabotage et de l'assassinat ciblé. Hein. J'ai pas été assez sur le terrain pour dire que les Russes sont pas du tout dans la même démarche, mais il me semble que les Russes font une guerre plutôt conventionnelle, et comme les Ukrainiens sont en train de la perdre, ils se vengent sur des destructions d'infrastructures, faire péter des barrages, inonder des régions, et puis des assassinats ciblés, c'est-à-dire des drones qui tombent sur des habitations civiles et des choses comme ça. Ou plastiquer des voitures aussi. On a rencontré des gens qui ont eu des tentatives d'assassinat. Les Ukrainiens
Alors peut-être que c'est le rapport du faible au fort, hein. On se rappelle de C'est de vrai. la bataille d'Alger, tu sais, où les Algériens du FLN disaient on arrête, donnez-nous vos avions, on arrête de poser des bombes dans les cafés, tu sais, il faut pas être naïf. Mais en tout cas, les Russes font une guerre, on va dire, conventionnelle, et les Ukrainiens font une guerre sale, hein. Et ça, c'est aussi notamment, par exemple, le risque qu'on prend, c'est qu'assassiner des journalistes pour les dissuader de revenir fait partie des stratégies ukrainiennes. Et c'est pour ça que nous, on était quand même relativement sécurisés, parce qu'en réalité, on peut être des cibles, puisqu'on est ceux qui peuvent ramener une certaine parole de vérité en Occident et contrer le narratif officiel Mm. qui est un mensonge intégral, mais la phrase est connue, hein, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on croit que quand on regarde les époques précédentes, on se gauze de la propagande, tu Ouais, sais, ouais, de la propagande, comme si on était sorti de la ouais, propagande. ouais, Or, ouais. si tu prends LCI, BFM, et puis même d'ailleurs les médias de masse français, on nous vend de la propagande de bas niveau, exactement comme à toutes les autres époques. De ce point de vue-là, on peut être un peu nietzschéen, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. C'est le même niveau de mensonge qui se passe à chaque époque. Et malgré la multiplication des médias et soi-disant cette espèce d'idée de transparence, tu sais, par la masse des médias, en réalité, l'alternative, c'est toi et c'est moi, hein. C'est nos médias sur Internet. Et c'est pour ça qu'il y a un réel danger pour nous, c'est vrai, c'est qu'on veut nous punir pour ça, hein. Donc ça peut être ici et ça peut être aussi quand on rentre. La surprise, ça va être peut-être tu sais, quand on met le pied, on sort de l'avion à l'aéroport, là où on va, et que peut-être là on aura peut-être des petits soucis. C'est à voir. Oui, comme tu l'as dit, ils ciblent les journalistes, les Ukrainiens. Notamment, on Ouais. a eu Daria Dugina, qui n'était pas forcément journaliste, mais en tout cas, elle se faisait le relais d'informations alternatives et surtout, elle faisait la jonction avec des pays occidentaux et des personnalités influentes, dont toi. Et puis, on a eu Margarita Simonian aussi, qui est la rédactrice en chef de RT, qui a subi 3 tentatives d'assassinat au total. Donc vraiment, ils ciblent ces personnes-là. Et Et nous, hier, on a vu un écrivain, tu connais, je ne vais pas écorcher son nom, Prilipine, Prilepine, qui est considéré comme un grand écrivain russe et qui est un patriote. c'est aussi un militaire, il faut quand même le dire. Oui, mais parce qu'en Russie, on a encore la tradition Oui, où le un moine militaire guerrier. peut être écrivain. Ce qui était le cas, je te signale, dans le temps des écrivains de l'époque Hmm. classique. Ils étaient souvent passés par la formation militaire. Louis-Ferdinand Céline est le meilleur exemple. Et aujourd'hui, on a l'impression que... C'est parce qu'on n'a plus de guerre, tout simplement, en Occident. Il n'y a plus de guerre physique oui, puis conventionnelle avant, sur le terrain. tu vivais des choses un peu extrêmes, ça te donnait une expérience assez radicale et tu avais envie de l'exprimer pour ceux qui ne l'avaient pas vécu. Ouais. Et maintenant, la figure de l'écrivain, on va dire post-proustienne, c'est un peu gay-friendly et mondanité et une écriture beaucoup plus centrée sur la Très bourgeois. sexualité, les déviances sexuelles. Et là, hier, on a vu cet écrivain qui est à la fois considéré comme un grand écrivain. Je reconnais que je ne l'ai pas lu, mais il m'a offert un livre, je vais m'y intéresser, qui était militaire et engagé, et qui est aussi engagé politiquement radicalement. Et lui, il a subi un attentat à la bombe. Donc les Ukrainiens mettent des bombes dans les voitures d'écrivains majeurs, hein. C'est considéré comme un grand écrivain russe. Il a réchappé miraculeusement à un attentat, mais voilà, Mhm. les personnes qui sont ciblées, c'est les personnes qui peuvent faire un commentaire intelligent, plus qu'à la limite que les officiels ou les militaires. Et ça veut dire que les Ukrainiens ont peur d'une certaine manière de la vérité ou des propos nuancés. Ils pratiquent une guerre de la désinformation d'une grande brutalité, puisque rappelle-toi Daria Dugina, qui était une amie, je devais d'ailleurs la rejoindre à Moscou quelques jours après qu'elle ait été assassinée. Elle avait 29 ans, c'était une jeune fille qui parlait plusieurs langues, elle avait fait des études à Paris, elle était patriote, c'était la fille de son père aussi, et ils n'ont pas hésité à la tuer de façon extrêmement brutale, avec une voiture piégée, quoi. Elle est morte brûlée vive dans une explosion de sa voiture. C'est ça aussi c'est ça aussi qu'il faut faire savoir du côté occidental, où on nous montre toujours l'autre côté. Oui, sur ce genre de cas, on a vraiment des informations extrêmement partielles. Bon, ça, on est habitué. C'est quand même étonnant parce que le conflit a officiellement commencé en 2022 et c'est ça le narratif aujourd'hui, le narratif unipolaire, le narratif occidental. Le conflit a commencé avec une invasion en 2022. Or, même tes travaux, ceux de Lucien Cerise, montraient déjà que la révolution orange, ça existait, c'était déjà il y a 20 ans. Ensuite, on a eu 2014
Et aujourd'hui, on nous parle que de 2022 comme si avant c'était une page blanche. Oui, ça nous fait penser un peu, tu sais, au 7 octobre pour Pour Gaza. Israël. Parce qu'en fait, il y a des parallèles, hein, on pourra l'aborder. C'est pareil. On dirait que la question palestinienne a commencé le 7 octobre, Ouais. alors que ça fait 75 ans que ça dure. Et là, on dirait que ça a commencé en 2022, alors que les habitants du Donbass sont persécutés militairement depuis 2014, mais ils sont persécutés politiquement et socialement depuis bien avant. Et puis surtout, le travail idéologique pour mettre dans la tête on va dire, de la jeunesse ukrainienne que son destin manifeste est d'être une sorte de race des seigneurs, tu sais, qui seraient des Aryens, et dont le destin, ça serait d'aller châtier les sous-hommes slaves jusqu'à Moscou, c'est quelque chose qui leur est mis dans la tête, notamment toujours pareil, hein, par les services américains, hein, rappelons-nous Madame Nuland, je crois, depuis 20 ans. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail de la part de la puissance otanesque, hein, c'est-à-dire des néoconservateurs américains, de transformer l'Ukraine en une machine de guerre contre la Russie. Et en faisant ça, d'ailleurs, ils les ont sacrifiés, parce que si on veut élargir, l'Ukraine était un pays qui avait, à qui l'histoire aurait été tout donné, hein, en plusieurs étapes. Hein, il faut faire ce travail historique pour être sérieux. C'était un pays qui avait été donné par les bolcheviks sur la question des nationalités, qui avait été encore gâté par Khrouchtchev et qui avait été encore gâté par l'effondrement de l'URSS. Et ce pays aurait pu jouir de son statut de zone intermédiaire entre l'Union européenne et la Russie. Or, les néoconservateurs américains les ont littéralement sacrifiés pour qu'ils agressent la Russie, alors que cette agression, ils étaient sûrs dans ce combat, ils étaient sûrs de le perdre. Et c'est ça qu'il faudrait, avec du recul, qu'il faudra faire comprendre un jour aux Ukrainiens, ce qui est très triste, qui sont en fait le même peuple et la même race. D'ailleurs, certains soldats russes, enfin des gradés, m'ont dit on est des très bons soldats, mais les Ukrainiens aussi, parce que c'est les mêmes. Nous sommes les mêmes. C'est-à-dire que c'est une guerre très dure, parce que de chaque côté, il y a des combattants qui sont de même nature. C'est pas comme si c'était l'armée de Macron qui venait. Et ça, c'est très triste, parce qu'en ce moment, il y a quand même des manipulateurs néoconservateurs dont on connaît souvent l'origine, qui jouissent de voir des Slaves. C'est une guerre civile en réalité, si on veut aller jusqu'au bout, se tuer entre eux. Il la traite de guerre civile de toute façon. Oui, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile. Et il y a des gens qui jouissent de voir ce peuple slave plein de qualités se détruire. C'est une guerre civile. Et ça fait partie des dégueulasseries qu'il faudra débriefer sur la longue durée. Parce que en ce moment, l'Ukraine est en train d'être sacrifiée non pas par Poutine et les Russes, mais sacrifiée par la stratégie américaine qui s'est servie de l'Ukraine et des Ukrainiens pour attaquer la Russie jusqu'à ce que la Russie n'ait plus d'autre choix que de se défendre. Parce qu'on sait très bien, il suffit de regarder l'encerclement de la Russie par les bases de l'OTAN et cette avancée progressive près de ses frontières. Il est évident qu'à un moment donné, la Russie ne pouvait plus laisser faire. Et on voit bien d'ailleurs que c'est sans doute une stratégie néoconservatrice américaine pour essayer de freiner le développement économique lié à l'État stratège russe qui est dans une continuité stratégique grâce à la politique de Poutine depuis 20 ans. Ils essayent de les affaiblir par la guerre, donc de les pousser à la guerre, qui est la même stratégie à l'époque que la course aux armements d'une certaine manière, c'est-à-dire essayer d'affaiblir un pays économique qui va bien en l'obligeant à mettre beaucoup d'argent dans le militaire. Quelque part, on est toujours dans cette stratégie de la guerre froide qui s'appelait la course aux armements, qui, je le rappelle, a été la cause la plus importante du déclin de l'URSS et de l'effondrement de l'URSS, parce qu'à un moment donné, compte tenu de la différence de puissance économique de la Russie par rapport à l'Amérique, pour être à parité d'un point de vue militaire, quand les Américains mettaient quelques pourcents de leur PIB, les autres étaient obligés de monter à 30%, et ce qui veut dire qu'à partir des années 70, ils ont sacrifié la société de consommation. C'est-à-dire que l'investissement militaire qui était rendu obligatoire par la rivalité américaine a fait que, stratégiquement, l'URSS a été obligé de renoncer à partir des années 70 à la société de consommation, ce qui fait que les Russes ont vu de plus en plus un décalage énorme au niveau du standard de la vie quotidienne entre ce que proposait l'Occident et ce que proposait la Russie, hein, c'est-à-dire effectivement des magasins vides, peu de produits, et évidemment il y avait la fascination de l'Occident et ce différentiel qui a été une des causes majeures de l'effondrement de l'URSS. Et ça, les analystes abordent pas trop ce sujet, ils sont toujours dans l'idéologie.
Alors que c'est une vraie analyse sérieuse et qui est toujours d'ailleurs dialectique. Hein, c'est comment la puissance américaine a tout fait pour faire échouer quelque part l'URSS. Ouais, c'est très important ce que tu dis et ça m'a étonné, enfin ça m'a pas étonné, mais je l'ai vu plusieurs fois, enfin je l'ai constaté. Chaque fois vu qu'on a passé une semaine ensemble, on a voyagé, on a bourlingué un peu. On dormait pas dans la même chambre. Hein. On dormait, non. Mais tu fais attention aux détails. Encore une fois, les infrastructures, comment sont les gens physiquement, comment ils se tiennent. Et ça, vraiment, c'est de la sociologie, pour le coup. Oui, puis, par exemple, les enfants. Beaucoup d'enfants, des enfants joyeux, bien habillés. On a visité des écoles aussi. Ce qui est très émouvant, c'est qu'on voit que la priorité des gens du Donbass, c'est l'enfance, tu sais. C'est parce qu'en fait, en période de guerre, ça impacte forcément les vies de couple, ça doit impacter forcément la natalité. En tuant des hommes, eh ben, ça pose le problème forcément de la reproduction. Et tu vois bien qu'il y a énormément de symboles sur renaissance de l'enfance. Leur victoire est là. On va pouvoir à nouveau s'occuper des enfants, faire des enfants, les éduquer et les sortir de la peur. On voit bien que, parce que quand on terrorise des enfants avec une guerre, on en fait quand même des adultes psychologiquement atteints. Et ça, c'est l'intérêt d'aller sur le terrain et se dire de sortir de cette croyance qu'on connaît la guerre, parce qu'on a vu des films américains, parce qu'on a bouffé que ça toute notre vie, et puis des jeux vidéo. Là, on voit bien, c'est l'intérêt de ce voyage. Hein. C'est pas, on a pu aussi s'amuser à aller un peu jouer. Enfin, moi, je l'ai pas fait personnellement. Avec des armes, on nous a proposé de tirer à la Kalachnikov, voire même au bazooka. On a eu des démonstrations de bataillons qui sont en action. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que ce qu'on comprend très vite quand on est avec des soldats dans quelque chose qui est... Des camps d'entraînement. Oui, puisque ils nous ont vraiment montré ce que c'était. C'est la dureté de la guerre. C'est de la dureté de la guerre au niveau de la vie quotidienne. Le poids on nous a fait mettre des casques et des gilets pare-balles, déjà. C'est tout de suite 15 kilos qui t'impactent. Tu es très équipé, tu as chaud, tu transpires. Les armes sont lourdes, ça fait énormément de bruit et tu peux très facilement te blesser tout le temps. Tu sais, tu te casses la gueule, il faut te jeter au sol. Et en fait, c'est le message aussi qu'il faut faire passer aux petits excités occidentaux, là, les post-urbains. Tu sais, quand on voit des fois des LGBT qui sont prêts à se dire qu'ils veulent y aller, c'est que ça, tu le ressens pas dans les films. Ils le disent que sur les plateaux télé. Ce que tu ressens pas dans les films, c'est le poids du matériel et l'intensité des bruits. Ouais. Et l'intensité des bruits. Et je te garantis que moi, à mon âge, ça me fait pas du tout envie. Tu vois, je me dis, il faut être très jeune et c'est un peu comme être un prolo, quoi. Je veux dire, un soldat, c'est comme un ouvrier, c'est-à-dire qu'il en chie, il obéit tous les jours, il dort peu, il est tout le temps fatigué, il mange mal. Et je vous dis, c'est une vraie leçon pour, je te dis, les excités, on en a surtout à l'extrême droite d'ailleurs, hein, l'extrême gauche un peu moins, qui veulent aller à la guerre. On sait très bien que ça finit toujours mal. Et à la limite, le meilleur moyen d'éduquer les jeunes, parce que les vieux, ça ne se pose pas, mais c'est les jeunes qui ont de l'adrénaline et de la testostérone, de les éduquer à la guerre, enfin, à la peur de la guerre, c'est effectivement de faire ce qu'on a fait nous, d'aller sur le terrain et de voir déjà une certaine réalité. C'est pas du camping, hein, c'est du camping dans des conditions difficiles. Et ça, pour ça, si un jour je prends le pouvoir, je ferai ça. Hein, voilà. Pour calmer. Une petite virée dans des zones de conflit, histoire de former un peu. Et puis pendant une semaine. D'ailleurs, le service militaire, sans doute, avait cette vocation-là aussi, de comprendre que c'est pas de la rigolade, quoi. Parce qu'on entend tellement de conneries aujourd'hui au niveau des commentateurs de télé, souvent d'ailleurs des jeunes femmes. Il y a une obscénité, il faut le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes souvent LCI, BFM, les commentaires de guerre sont faits par des gamines de 30 ans qui ont fait Sciences Po, je ne sais pas où. C'est quand même une obscénité totale, parce que je rappelle que les femmes ne font pas la guerre. Hein. Donc déjà, très peu. En France, il n'y a pas de conscription des femmes, hein. Elles sont à l'arrière. Et puis même sinon, elles font de la logistique, quoi. Et il y a quand même une obscénité depuis des années, c'est sans doute volontaire, que souvent le ministre des Armées en France, c'est une femme. Déjà, que ce soit un civil, c'est déjà pas normal, mais une femme civile, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle l'obscénité. Et que les commentaires de guerre, en plus, très excités, soient faits par des gamines de 30 ans, pour moi, il y a quelque chose d'absolument malsain. Et ça, c'est vraiment notre problème, le problème chez nous. Et quand tu réfléchis, par exemple, au couple présidentiel qu'on a, hein,
Macron et la gifleuse, là, que ce type-là, tous les jours, nous parle de la vocation de la France d'aller faire la guerre au nom de l'Union européenne à la Russie, on parle du même projet, enfin du même sujet. Il faut vraiment... Ces gens-là sont totalement disqualifiés en tant qu'adultes raisonnables. Et les adultes raisonnables, c'est ce qu'on a vu en face. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, contrairement à la phrase qu'a sortie Trump récemment, heureusement que Vladimir Poutine est un acteur raisonnable. Heureusement que nous avons sur Terre des acteurs raisonnables comme Poutine, Xi Jinping, parce que les dingos sont en face. Alors, Trump, c'est pas un dingo, mais c'est un type qui confond, jouer aux échecs et jouer au poker, quoi. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. C'est son style. C'est spectaculaire, c'est américain, c'est marketing. Ouais, mais comme chef d'une grande puissance, ouais, et de soi-disant la plus grande puissance, ça dénote quelque chose de l'ordre de la crise civilisationnelle. Ça manque de sérieux. Ça manque de sérieux. On est quand même dans quelque chose qui pourrait déboucher sur la Troisième Guerre mondiale, et qu'un président des États-Unis traite le président de la Russie de fou. Normalement, ça devrait, diplomatiquement, ça ne doit pas se faire. Je ne suis pas sûr même que ce soit fait à d'autres périodes beaucoup plus troublées. Et ça, c'est quand même un marqueur comment dirais-je, d'un déclin civilisationnel. Même si je suis plutôt pro-Trump aux États-Unis, je pense que c'était le moins pire. Quand tu regardes la tenue de Poutine, la tenue de Xi Jinping, et même la tenue de Modi en tant que chef d'État, le problème, il est vraiment en Occident. On est devenu une civilisation de guignols. L'Occident est en déclin. De guignols, quoi. Je veux dire, c'est du guignol. Et tu ne penses pas que ceux qui disent que Trump en sous-main, il essaie de faire des deals, tout ça, ce sont des effets d'annonce pour rajouter du flou médiatique, pour pouvoir en fait travailler derrière en amont? Moi, je reconnais que les discours de Trump sont souvent très bons. C'est vrai, beaux discours, et qu'il a dit... Il a dit ce qu'il fallait dire, notamment pour se faire élire, notamment d'ailleurs en politique purement américaine, défier le LGBTisme, défier le Big Pharma, c'était très important, et rappeler les problèmes de frontières, d'immigration illégale, de drogue, tout ça. En tant que proposition pour l'Amérique, c'est excellent. Mais après, le problème, c'est qu'il est le chef des États-Unis dans une situation de concurrence avec d'autres puissances montantes, et où en fait la puissance qu'il incarne est en déclin. Donc là, il y a tout un côté compensation par du baratin. Tu sais, comme quand tu joues au poker, que tu as une paire de deux, et que tu te dis, ma seule manière de gagner, c'est de faire tapis. Il faut que l'autre ne suive pas, tu vois. Et là, on a un peu ce côté dangereux, ce qui fait d'ailleurs que c'est les Américains qui sont dangereux, parce que eux, justement, font de la surenchère de joueurs de poker qui n'ont pas beaucoup de cartes en main. Todd l'explique très bien. En réalité, le travail de Trump, c'est d'habiller et de cacher le déclin de l'Amérique. Hein, et en plus, ça conforte Zelensky dans ses actions, dans sa surenchère. D'ailleurs, on peut parler de Zelensky comme de Netanyahou. C'est-à-dire que tu vois que Trump fait un numéro pour remettre Zelensky en place et Netanyahou en place, et quelques jours après, il se fait contrer. Ce qui doit faire d'ailleurs ricaner Xi Jinping et Poutine, mais qui eux font l'effort de ne pas ricaner publiquement. Parce que, en fait, Trump se prend des gifles régulièrement. Il est désobéi par Netanyahou et par Zelensky. Sous-entendu, tu peux dire ce que tu veux, l'État profond est toujours présent et tu ne le contrôles pas. Et nous, on s'appuie sur lui. Tu n'es là que pour 4 ans. Et est-ce que derrière, il y a une pérennité, tu vois, parce que le problème de Trump, c'est qu'il a eu beaucoup de mal à se faire élire, beaucoup de mal à revenir au pouvoir. On lui a volé quand même les élections, et une fois qu'il est au pouvoir, même si il a un peu constitué une équipe un peu plus solide que la première fois, visiblement, il n'a pas le pouvoir. Et ça pose la question même, je dirais, du problème de la démocratie, quand il s'agit d'avoir une politique en période de crise, dans l'intérêt de son peuple et de son pays. J'ai l'impression que le système démocratique est le pire système pour réaliser ses objectifs. On peut dire que c'est parce que Poutine, d'une certaine manière, a contourné la démocratie telle qu'on la conçoit, et que surtout les Russes ne sont pas très attachés à la démocratie telle qu'on la conçoit, que Poutine arrive à faire une politique très positive pour la Russie et les Russes. Hein. C'est parce qu'il y a une stratégie continue sur 20 ans, alors que dans notre système à nous, de changement tous les 4 ans ou tous les 8 ans avec du mi-mandat, c'est fait pour que la politique soit exercée ailleurs que là où elle est censée s'exercer, c'est-à-dire à la Maison-Blanche. Et ce qui veut dire en gros que la démocratie chez nous, c'est le pouvoir de la banque, hein, pour dire simplement, et de ceux qui la tiennent. Et ça, c'est le vrai problème. Les grandes entreprises aussi, oui, l'État profond. Au-dessus des grandes entreprises, il y a la banque. Hein. Oui.
Je peux te dire que si... je peux prendre un exemple très simple. On nous dit que l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est Bernard Arnault, qui, je rappelle, est un marchand de sacs à main, quoi, hein, c'est LVMH. Je ne l'ai jamais entendu dire un mot sur la politique. Et surtout sur la politique étrangère, notamment sur ce qui se passe à Gaza ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'est de faire du business. Hein. Oui, mais surtout, je pense que s'il s'engageait, ah oui, il rencontrerait les mêmes problèmes que rencontrait déjà Henry Ford dans les années 20. C'est évident. Ouais. Henry Ford, il a écrit un livre aussi polémique. Donc... Oui, enfin, il a permis que soit écrit une série d'articles dans des revues assez polémiques. On ne va pas rappeler le titre. Je l'avais édité, on me l'a interdit. Mais on a ce problème, en fait, que ces gens qui sont soi-disant très puissants économiquement, visiblement, ne sont pas des géants politiques. On voit bien d'ailleurs que le patron d'IKEA avait eu le même genre de problème à une époque. À part peut-être Elon Musk, c'est lui censé être l'homme le plus riche. Oui, c'est peut-être celui qui se permet le plus de choses. Mais oui, encore, moi j'attends qu'il nous crée une alternative à YouTube pour qu'on ait... Parce que X, c'est bien, mais on peut tu faire. Tu n'as pas encore subi ce que j'ai subi. Mais aujourd'hui, le vecteur alternatif pour réellement pouvoir communiquer largement, c'est le YouTube. Et je te rappelle que dès que tu oses sortir de la ligne officielle, YouTube te chasse sine die pour non-respect des règles de la communauté, sans que tu saches quelles sont les règles et quelle est la communauté. Et là, on est dans de la privatisation de la justice totale, puisque normalement, ça devrait passer par la loi française, les tribunaux, on devrait pouvoir contester. Or là, on est dans une espèce de logique, tu sais, de saloon et de shérif, c'est-à-dire qu'il y a une gonzesse qui est la censeur en chef en France et qui est en plus une espèce de conne de moins de 40 ans, vous regardez sur Internet, et qui est toute fière de dire... nous, on a une politique de censure, sans dire laquelle, et d'ailleurs, nous avons des interlocuteurs privilégiés pour nous aider à censurer, et le premier interlocuteur qu'elle mentionne, c'est la LICRA. Hein, c'est-à-dire, en fait, en gros, c'est la LICRA en France qui décide de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire sur YouTube. Et quand tu es chassé de YouTube, et que tu te retrouves sur Odyssée, tu perds 90% de ton audience. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Xavier Moreau, rappelle-toi, qui fait un travail de je dirais pas de contre-propagande, mais en tout cas de proposer le narratif russe. Et il était sur YouTube, il a été chassé de YouTube du jour au lendemain. Et ça, c'est un vrai problème, je dirais, démocratique. C'est qu'aujourd'hui, il y a une privatisation de la démocratie en Occident, et qui fait que aujourd'hui, ce sont des entreprises privées dans situation de monopole qui décident, notamment américaines, qui décident de te couper le sifflet. Et le vrai problème, c'est un appel que je lance soit à Musk, soit je ne sais pas, aux Chinois ou aux Russes s'ils peuvent, on a absolument besoin d'une alternative à YouTube en termes de, je dirais, de bande passante. Parce que quand on se fait chasser de YouTube, c'est pratiquement se faire bâillonner par la démocratie. Hein. La spécialité de la démocratie, c'est quand même de censurer pour défendre la démocratie. Hein. C'est quand même un système qui passe son temps à censurer au nom de la démocratie, ce qui est quand même un petit peu contradictoire. En fait, les plateformes alternatives, elles existent, qu'elles soient en Chine, en Russie, mais en Occident, on ne les utilise tout simplement pas, parce que le monopole des GAFAM, des entreprises comme YouTube, sont tout simplement omniprésentes. Donc... Moi, ce que j'entends souvent, c'est « Ah, on ne vous voit plus dans les médias ». Alors, je dis « Qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne vous voit plus sur YouTube ». Il y a une paresse. Et je dis « Mais je suis présent sur ER, etc., et partout ailleurs ». Et les gens disent « Ah oui, j'irai voir », tu vois, mais il ne faut pas oublier que... Oui, ça fait une démarche supplémentaire. Les gens sont sur YouTube en majorité. Donc Et puis même le dissident qui se croit dissident est quand même paresseux. Il existe, tu sais, de la qualité broadcast, tu sais, il te dit, des fois tu vois des commentaires, le son n'est pas très bon, tu vois. Je veux dire, oui, effectivement, on n'est pas TF1, on n'a pas les mêmes moyens, mais les gens sont quand même habitués à un certain standard au niveau de la forme, et tu es obligé de t'y conformer, sinon tu te retrouves dans la marginalité inéluctablement. Et tout ça, c'est le problème. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que toi, on est quand même dans un beau studio qui te coûte assez cher, je crois. Et parce que si on avait fait ça dans un bistrot avec le bruit de la machine à café, ça aurait été moins bien. Il y a des gens, ils coupent parce que l'écoute est pénible. Hein. Donc oui, X propose également de la diffusion vidéo. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que tu pourrais mettre tes vidéos sur X, ça poserait pas de problème. Oui, mais il faut que les gens ne sont pas encore habitués à ce que X soit une alternative à YouTube. Et c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pour ça que je lance un message à Musk. Moi, je remercie beaucoup de me permettre de m'amuser sur... parce que comme j'ai des gros procès là, qui m'attendent, et d'ailleurs le 18 juin, et que je sais que je vais en prendre plein la gueule, moi, mon idée maintenant, c'est d'y aller plein pot, parce que ça sert à rien de...
tu sais, de baisser la tête, de dire vous m'avez mal compris, ou Pardon. ça ne sert strictement à rien. Tu te fais punir de la même façon et en plus tu t'humilies, tu vois. Et ça, moi, je l'ai jamais trop fait d'ailleurs, mais je ne veux plus le faire du tout. Maintenant, il faut cesser d'avoir peur et y aller plein pot, parce que de toute façon, la sanction est la même, et au moins quand il va plein pot, les gens voient que tu es sanctionné. Alors que si tu sais, tu parles à voix basse, eh ben, tu vois, il t'écrase et il t'assassine en douce. Moi, je veux que ça se voit, tu vois. Je veux être écrasé, assassiné en pleine lumière. C'est le plus que je peux faire aujourd'hui d'un point de vue de la cohérence politique. Ouais, c'est une stratégie intéressante. Pour revenir sur le Donbass, qu'est-ce que tu penses de l'issue de la guerre? Est-ce que tu penses que ça va se résoudre bientôt? Est-ce que tu penses que les Russes vont prendre une bonne partie du pays? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que les Russes gagnent. Ils gagnent, mais c'est lent. C'est une guerre d'attrition, on le sait. Je rappelle que nous, on a eu une guerre de 14 avec un front très dur de 200 km. Là, cette guerre-là, le front fait 1000 km, hein, je crois, hein, si on calcule. Donc, c'est pareil, les gens qui pensent que, par exemple, qu'il y a des guerres éclairs. Ça aussi, c'est des concepts très importants. Il y a des batailles éclairs. Alors, je rappelle qu'Hitler a mené une bataille éclair qui s'appelle la bataille de France, qu'il a gagnée, au prix d'ailleurs d'énormes pertes, hein. La France s'est bien battue. Mais cette bataille éclair n'était pas une guerre éclair. La guerre, elle a duré beaucoup plus longtemps et il l'a perdue. Donc il n'y a pas de guerre éclair en réalité, bon, sauf si tu fais la pacification d'une colonie en Afrique, tu vois, mais on n'y arrive même plus, nous. Hein. Même ça, on n'est plus capable de le faire. On se fait dégager par les Russes, Oui, d'ailleurs. oui, oui. Et puis Et les Chinois. on n'est même plus capable de faire du maintien de l'ordre dans nos anciennes colonies. Donc aujourd'hui, on est dans une guerre qui est forcément longue et qui est d'autant plus longue que l'Occident collectif, c'est-à-dire l'OTAN, la puissance américaine, malgré ce qu'aimerait sans doute faire Trump, investit de plus en plus et toujours plus. Là, on voit que la déclaration de l'Allemagne, aujourd'hui même, quand on enregistre, qu'ils vont aider sans restriction à la fabrication de drones pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que les budgets et les aides militaires ne font qu'augmenter pour essayer de contrer l'avancée russe et la victoire russe. C'est-à-dire qu'en fait, on monte vers la guerre mondiale quand même. Et surtout de frapper la Russie directement oui, de plus en plus. Près de la capitale. C'est-à-dire que l'Occident nous pousse à la guerre mondiale et que, en réalité, c'est Poutine qui essaye d'éviter la guerre mondiale, c'est-à-dire d'aller au bout de sa logique d'opération spéciale. Mais visiblement, il faudrait essayer de comprendre pourquoi l'Occident collectif ne veut absolument pas de la victoire de Poutine. Je pense que la victoire de Poutine serait la preuve que le nouveau maître du monde, c'est la Russie, et je pense qu'il y a un effet domino et que ça accélérerait encore la montée des BRICS. Et je pense que le pouvoir néoconservateur américain, qui est, on va dire, l'État profond qui se maintient aux États-Unis, se dit que s'ils perdent sur l'Ukraine, la stratégie domino, ils perdent tout le reste. Et qu'ils sont prêts, on le sait, à sacrifier jusqu'au dernier Ukrainien, mais même à peut-être à un moment donné pousser Poutine à aller plus loin dans son avancée, qui sera une avancée défensive d'une certaine manière, qui pourrait dépasser les frontières de l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, Poutine a l'intention d'envahir l'Europe, alors qu'en réalité, c'est très pervers, on le pousse à aller plus loin avec l'Ukraine, puisqu'effectivement, moi je le dis depuis des années, hein, quand je parle de Poutine vite, je dis le danger pour la Russie, c'est sa frontière occidentale, de la Scandinavie jusqu'en bas, et à un moment donné, s'il veut se protéger d'une attaque possible, il est obligé d'une certaine manière de tirer le premier, et c'est ce que l'Occident le pousse à faire. Et je dis heureusement que c'est un acteur raisonnable et qu'il y va doucement, parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs en Russie, il est considéré comme un modéré, un centriste, et il y a toute une aile droite qui aimerait que ça cogne plus fort. C'est-à-dire que non seulement Poutine n'est pas un va-t-en-guerre, mais pour les Russes, c'est un modéré et quelqu'un qui cherche à en faire le moins possible. Oui, même le Parti communiste en Russie soutient l'opération spéciale. Hein. Ils soutiennent, évidemment. Et puis tu as les déclarations de Medvedev ou même de Tolstoï qui disent eux, ils y vont. Ouais. il faut y aller plus vite et plus fort. Ouais. Donc nous avons aujourd'hui des dirigeants qui sont gay-friendly et qui nous poussent à la guerre contre un pays, un peuple et une coalition qui sont beaucoup plus, à mon avis, formés et prêts à tenir sur le terrain, dans le monde réel dont je parlais tout à l'heure. On est vraiment, nous, très très impactés par la confusion du virtuel et du réel. Hein. Et je crois qu'on a des chefs d'État
Il suffit de regarder qui est à la tête des pays de l'Union européenne. Beaucoup de femmes, beaucoup De jeunes. oui, de jeunes, enfin, je veux dire, des gens qui en fait ne connaissent le monde que par Internet d'une certaine manière et sont totalement virtualisés. Et ça, il va y avoir un brutal retour au réel qui malheureusement, on va se prendre dans la gueule. Hein. Et c'est ça qui est... il faudra se souvenir de ce que ces gens-là nous ont fait, hein, que le jour de la libération. Il y aura du procès et du châtiment pour ce que ces gens-là sont en train de nous faire et les risques qu'ils nous font courir. Je rappelle que en ce moment, on a un président Macron qui dit que nous avons la puissance atomique, qui, je rappelle, est une puissance dissuasive, c'est-à-dire qui n'est pas un bouclier. La dissuasion française, son sens, c'est de dire si vous nous détruisez, on aura les moyens par nos sous-marins nucléaires De contre-attaquer immédiatement. de vous faire beaucoup de mal en réponse, mais on sera détruit. C'est absolument pas un bouclier qui nous La protège. destruction mutuelle. Voilà, c'est absolument pas un bouclier qui nous protège. Et en plus, on sait très bien que ces sous-marins atomiques, qui sont très peu nombreux et qui sont pas tous en état de marche et qui effectivement sont sous les océans, reçoivent leurs ordres d'attaquer de base en France, de bases émettrices, qui je crois qu'ils sont au nombre de 4 ou 5, que les Russes connaissent parfaitement. Et si jamais les Russes détruisaient ces bases qui envoient les messages, je ne suis pas sûr que les militaires qui seraient dans ces sous-marins atomiques un peu livrés eux-mêmes décideraient par eux-mêmes d'agir. Donc en réalité, notre puissance de dissuasion atomique est très très fragilisée et n'est pas du tout faite pour menacer, n'est pas du tout faite, alors qu'en ce moment, Macron, qui est un psychopathe, un personnage étrange, fait document a suffisamment traité le sujet pour que j'ai pas besoin là d'en parler, est en train de se tromper sur ce qu'est la dissuasion nucléaire française et de nous mettre en grave danger en pensant que c'est une puissance offensive du type guerre des étoiles de Ronald Reagan. Hein, il faudrait inviter des militaires de haut niveau pour qu'ils expliquent ça aux Français. Hein. Et quand Macron dit on va mettre cette force nucléaire au service de la totalité de l'Union européenne pour menacer la Russie, il nous met en grave danger. Il nous met en grave danger. Hein. D'ailleurs, qui n'est pas un danger nucléaire, je pense qu'avec les armes hypersoniques, si Poutine était poussé très loin dans cette menace, ce qu'on verrait, c'est 4-5 vecteurs hypersoniques détruire 4 ou 5 ports côtiers où sont les bases émettrices. C'est ça qui arriverait. Il n'aurait même pas besoin d'envoyer des vecteurs sur des villes comme Paris, Lyon et Marseille. Mais heureusement que Poutine est très raisonnable, parce que sinon, on est déjà, à cause du discours politique guerrier et délirant de Macron, on est déjà dans ce genre de risque. Hein. Il est important de dire tout ça pour contrer le baratin du général, comment il s'appelle, Yakovlev, ou je sais pas quoi, là, le dingo, là, qui dit des bêtises sur bêtises depuis... Un Américain ? Oui, enfin, un général français otanesque, mais donc américain, qui a fait, à mon avis, jamais la guerre et beaucoup de bureaux, et qui est un agent américain. Michel Goya, peut-être ? Non, c'est Yakovlev, je crois. Qui a dit que si jamais les Russes nous envahissaient, l'occupation allemande en 40, à côté, c'était Disneyland. Je ne sais pas si tu vois le type par rapport à... De toute façon, il y en a plein des généraux ou des colonels qui passent sur les plateaux télé. Oui, Xavier Moreau sait très bien les cataloguer, les gamelins de plateau. On a un long passé de gamelinage en France, hein, qui est d'ailleurs lié beaucoup à la conception qu'a la République française du haut commandement militaire. On a beaucoup de généraux, je crois, oui. Oui, on en a autant que l'armée chinoise. Je crois. Ah oui. Oui. En proportion, ça fait beaucoup. Et la deuxième section est pleine, hein, c'est-à-dire que c'est des types qui touchent beaucoup de points retraite. Hein, mais voilà. Non, on est. Le vrai problème, c'est malheureusement l'Union européenne. Le vrai problème, c'est pas la Russie. La Russie, dans sa logique, dans sa cohérence, elle avance. Le combat à mener, c'est pour nous débarrasser des élites de l'Union européenne et essayer de faire que l'Europe redevienne l'Europe. Partenaire naturel, je rappelle, d'un point de vue continental de la Russie. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on a remis un rideau de fer entre l'Europe occidentale et la Russie, et c'est une catastrophe pour nous, Européens, économique, même culturelle. Hein. Et ça, il faudra un jour qu'il y ait un Nuremberg pour tout ça, un Nuremberg 2. En parlant de ça, tu as fait une conférence il n'y a pas longtemps sur le Katekon. Tu fais un lien entre l'Ukraine de Zelensky et justement les bataillons nazis qui combattent les russophones de l'Est de l'Ukraine. Et tu fais un lien avec ce qui se passe à Gaza.
Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu articules ce concept, tout simplement, de judéo-nazi avec Netanyahou d'un côté et Zelensky de l'autre? Bah, moi, je m'intéresse je suis chrétien, comme chacun sait, même catholique, même si j'essaie d'être plus intègre qu'intégriste, mais enfin, je ne rentre pas dans les débats théologiques. Mais il y a un concept qui est très important chez nous, qui s'appelle le katékon, qui vient des Grecs, mais qui est quelque chose de central dans l'eschatologie chrétienne, et notamment ce qui touche à la fin des temps, c'est-à-dire à la question de l'antéchrist. Hein. Donc le katékon, c'est la force ou le personnage qui empêche et qui retient le diable pour que le diable ne devienne pas le maître de la terre. Hein. Cette idée très, très importante, qui est au départ une idée de théologie chrétienne, a été reprise par le grand géopoliticien, qui est d'ailleurs un juriste plutôt qu'un géopoliticien, Carl Schmitt, qui en a fait une relecture, je dirais, contemporaine et laïcisée. Et lui, il réfléchissait, il dit à chaque époque, il faut qu'il y ait un katékon, c'est-à-dire un ordre, un personnage, un pays, une force qui empêche, on va dire, ce chaos terminal qui serait que le diable devienne le maître de la terre. Hein. Le diable, c'est le tentateur, le diviseur, le menteur. Et il dit à chaque époque, il y a eu un katékon, et c'est ce qui fait que l'humanité a pu rester l'humanité. Et il réfléchit, à un moment donné, ça a pu être l'Empire romain, à un moment donné, ça a pu être... alors, il y a dans l'orthodoxie, tout ce qui vient comment dirais-je, de Constantinople, cette idée du katékon est très présente. Ça, c'est la discussion que j'ai eue avec Douguin, d'ailleurs, hier, et qui me dit, chez nous, le katékon désigne la troisième Rome, c'est-à-dire Moscou, depuis très longtemps. Mais nous, il y a toujours cette rivalité. On pouvait penser que le katékon, dans notre monde, était Rome, l'Église, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes qui sont déjà dans la notion de guerre juste, tu sais, qui sont un frein à l'embrasement total et à la folie des hommes. Et moi, j'ai continué à réfléchir sur cette question du katékon, parce que Carl Schmitt réfléchit à son époque. Et ce qui est certain pour moi, c'est que depuis Vatican II, le katékon chez nous ne peut plus être l'Église catholique. Elle a rallié le mondialisme, elle s'est soumise au mondialisme, c'est-à-dire au globalisme d'un côté et à l'empire de l'autre, hein, puisque ça avance par la gauche, on va dire par Soros, et par la droite. La droite, ça serait les néocons, dont finalement le représentant suprême aujourd'hui serait Netanyahou, puisqu'en fait on voit bien que ce sont des anciens juifs trotskistes qui voulaient un pouvoir mondial par la révolution communiste, et quand ils ont vu que c'était râpé à partir des années 70, ils se sont rabattus sur l'impérialisme militaire américain, et on voit bien que leur vision du monde confine à Netanyahou et aux déclarations de Netanyahou, ou d'ailleurs de façon plus douce à ce que disait Attali, tu sais, Jérusalem, une belle capitale du monde, etc. Et donc, aujourd'hui, dans cette idée du katékon, qu'est-ce qui empêche finalement le règne du diable et d'une certaine manière l'apocalypse, hein, on peut dans les deux sens du terme, ça serait la Russie de Poutine et Poutine. Et la question que je posais, c'est espérons que la Russie comme puissance et Poutine comme personnage soit le katékon, et espérons que Poutine ait ce niveau d'élévation spirituelle dans sa conception de son rôle politique. Parce que malheureusement, c'est lui aujourd'hui, parce que moi je pense à l'Occident, la Chine c'est pas le monde abrahamique et post-abrahamique, ni l'Inde. Et l'idée c'est, pourvu que Poutine ait conscience qu'il est le katékon, parce que sinon on aura la Troisième Guerre mondiale. Et le camp d'en face travaille à la Troisième Guerre mondiale, je le redis. Et aujourd'hui, les deux laboratoires qu'on a pour le démontrer, c'est évidemment Gaza. Hein, ce qui se passe à Gaza est insupportable, intolérable, et on a là quelque chose que disaient déjà les Leibovitz, hein, le grand penseur israélien. On a là une entité judéo-nazie qui se permet un mépris des humains, des autres. Hein. Alors c'est nazi dans quel sens pour Netanyahou, par exemple? On voit bien que c'est des gens qui, aujourd'hui, nous disent ouvertement notre religion, qui est une religion politique, hein, parce qu'on parle de l'islam religion politique, le judaïsme a toujours été une religion politique. L'Ancien Testament n'est pas un livre d'histoire, c'est un projet. C'est-à-dire que nous sommes le peuple élu et la terre nous est promise. Hein. Et je rappelle que la terre promise n'est pas la terre des ancêtres. C'est une terre qu'on va voler à d'autres parce que Dieu, c'est-à-dire une entité
qui est ventriloque, hein, parce que moi, j'ai rien entendu personnellement. Dieu nous a donné ta terre, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si on veut être radical, on veut dire que c'est un mensonge, le peuple élu, qui justifie un vol, la terre promise. Et aujourd'hui, il y a eu sans doute plusieurs compréhensions de ce que peut être le judaïsme ou ce que peut être la conscience juive selon les époques. Mais aujourd'hui, Netanyahou, qui est à la tête de quelque chose qui s'appelle l'État juif et qui est Israël, se comporte ouvertement comme un judéo-nazi. C'est-à-dire qu'on a une réconciliation de deux choses qui étaient présentes au XXe siècle, qui est la notion de peuple élu et la notion de race des seigneurs. Et on voit bien qu'il y a une convergence des deux. À Gaza, c'est évident, puisqu'on n'est pas, c'est pas un peuple de prêtres là qui agit. C'est une armée qui extermine une population désarmée, car je rappelle, il n'y a pas de symétrie entre le Hamas et la population gazaoui et l'armée israélienne et ses moyens guerriers qui lui sont d'ailleurs donnés gratuitement par les États-Unis. Et on a donc des gens qui exterminent d'autres gens qui prétendent être des animaux alors qu'eux sont le peuple de la lumière. On est dans un racialisme théologique, militaire, génocidaire intégral, hein, et qui contrevient à toutes on va dire à toutes les valeurs universelles qui nous sont imposées, qui s'appellent les human rights, les droits de l'homme, hein, c'est-à-dire l'égalité en termes de l'égalité formelle. Oui, l'antiracisme, quoi. Et ces gens-là sont ouvertement des judéo-nazis qui ont enlevé le masque, hein, et qui sont en train, en plus, d'éliminer une population qui est sur sa terre. Car je le rappelle, les Israéliens, contrairement à ce qu'ont pas bien compris nos droits tardés, sont des grands remplaceurs. Hein. Les grands remplacés, ce sont les Palestiniens. Et on voit quelque chose de très similaire en Ukraine, où on voit une coalition derrière Zelensky, qui sont des oligarques juifs, hein, qui sont très liés au monde juif et au monde juif américain. C'est assez vérifiable, qui s'appuient comme force de frappe sur des bandéristes, c'est-à-dire des néo-nazis affichés, hein, qui sont tatoués avec de Hitler partout, ce qui gêne pas beaucoup d'ailleurs Bernard-Henri Lévy, comme on a pu le remarquer, et qui prétendent pareil être un peuple élu et une race des seigneurs, puisque certains se réclament de la deuxième Jérusalem qui est Odessa, et les autres, effectivement, du bandérisme qui sont des néo-nazis, dont Hitler ne voulait pas trop. Hein. Pour eux, c'était des voyous. Il les trouvait pas au niveau, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Et qui sont en train de dire notre vocation est de massacrer, de purifier des Slaves qui sont des sous-hommes. Hein, et eux prétendent, alors il y a une partie mythologique, qu'ils sont des Aryens, hein, qui viennent... et qui sont d'ailleurs, qu'ils ont pratiquement tout inventé. Hein. C'est le même narratif où on confond l'histoire et la mythologie, ce qui s'appelle psychologiquement de la mythomanie, hein, je le rappelle. Hein. On a deux peuples mythomanes en ce moment, les Ukrainiens judéo-bandéristes et les Israéliens de Netanyahou, puisque je pense qu'il y a sans doute des Juifs qui se sentent dépassés par tout ça et qui n'assument pas ce jusqu'au-boutisme et qui n'ont peut-être pas compris et conçu tout ça, ce que moi j'appelle la différence entre les Juifs sur les bords et les Juifs jusqu'à l'os, et ce que j'appelais souvent les Juifs du quotidien. Moi je prétends pas juger les Juifs du quotidien, dont le rapport au judaïsme leur est propre, et il y a toute l'étendue possible de liens au judaïsme, mais ce qui est sûr c'est que qu'on prend aujourd'hui ceux qui sont à la tête de l'Ukraine et ceux qui sont à la tête d'Israël, qui sont très liés en plus, hein, en termes d'accords et même d'armement, sont ouvertement des judéo-nazis, qui, dans un monde d'égalité antiraciste généralisée et qui nous est imposé, ouvertement prétendent massacrer des populations, prendre le contrôle de territoire, au nom d'une élection divine et d'une supériorité raciale et d'un droit de vie et de mort sur des gens décrétés sans âme, c'est-à-dire des animaux. Il faut voir ce que ça veut dire. C'est le discours de Netanyahou, et c'est le discours aussi des extrémistes ukrainiens. Et ça, ça me revient au catéchone. Ça s'appelle le diable, ça s'appelle, comment dirais-je, la conception diabolique de l'humanité, hein, c'est-à-dire le mépris absolu, la haine incarnée. Et là où je vais faire le lien théologique jusqu'au bout, c'est qu'en réalité, ces Israéliens au pouvoir en Israël disent « Nous purifions le territoire israélien que Dieu nous a donné pour que le Messie puisse venir ». Ils sont dans une logique judéo-talmudique inversée par rapport à la religion vraie, qui dit bien que les Juifs sont en diaspora parce que c'est un châtiment divin, et qu'ils ne pourront retourner en terre promise que quand le Messie sera venu. Or là, ils sont dans une théologie inversée,
qui est devenue leur nouvelle théologie, puisque l'Église est quelque chose d'humain. Hein. Et ils disent, en ce moment, nous purifions le territoire de tous les impurs, en les massacrant, en les chassant, c'est-à-dire les Gazaouis, pour que le Messie, notre Messie, le Messie des Juifs, puisque le nôtre, ils ne l'ont pas reconnu, hein. Je rappelle que pour eux, je le rappelle pour les cathos droitards pro-sionistes, je rappelle que pour le judéo-talmudisme, hein, Jésus-Christ est le fils d'une prostituée et d'un soldat romain, hein, c'est-à-dire c'est un bâtard, hein, ce qui veut dire d'ailleurs que nous, les chrétiens qui sommes quand même plus de 2 milliards de croyants, nous sommes nous avons une religion de fils de p***, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, clairement, et que la vocation du Christ, Jésus-Christ, dans le Talmud, c'est de bouillir pour l'éternité dans une vasque d'excréments. Hein. Je rappelle que si on critique aujourd'hui l'islam, on a peut-être quelques raisons de le faire. Je rappelle que le statut du Christ et de sa mère, la Vierge Marie, dans l'islam, est un statut de respect absolu. Alors que dans le judéo-talmudisme, puisque le judaïsme actuel est une religion post-chrétienne, hein, je rappelle, puisqu'en fait, elle a refusé la proposition d'universalisation du judaïsme qui était celle du Christ, hein, qui, je rappelle, dit il n'y a pas de peuple élu, il n'y a plus de peuple élu puisque nous sommes tous des élus, hein, et ça c'est la proposition du Christ, c'est-à-dire rejoignez l'universel, et il y a les juifs qui ont accepté, qui sont devenus les chrétiens, puisque ce sont des juifs qui ont fait le christianisme, hein, Paul et Pierre, pour simplifier, et les juifs d'aujourd'hui, on va dire, sont des juifs post-chrétiens et anti-chrétiens. Ils ont refusé cette proposition du Christ et cette relecture universaliste de l'Ancien Testament. Hein. Ils ont dit non, il n'en est pas question. Et ils ont poussé aujourd'hui avec, on va dire, le judéo-talmudisme sioniste, la logique jusqu'au bout. Hein. Nous sommes plus que jamais le peuple élu, plus que jamais la terre nous est promise, et ceux qui ne sont pas contents, on leur dit merde, et ceux qui sont sur notre chemin, on les massacre. Et on voit bien qu'on a à la fois la situation à Gaza et la situation de ce commentaire gêné qui fait que tout le monde critique ce qui se passe en ce moment à Gaza, mais que personne ne fait rien. Ça, c'est aussi la vraie question. On a un océan de larmes et de déploration, mais on n'a pas vu de casque bleu intervenir, on n'a pas vu de force internationale intervenir pour mettre un terme au massacre. Est-ce que tu penses que Poutine pourra résoudre la situation là-bas ? Poutine, même lui, Alors moi, il a déjà un gros front en Ukraine actuellement. Moi, ce qu'on me dit quand je pose cette question, c'est que même Poutine n'agit pas. On me dit, si l'URSS était resté l'URSS, jamais Israël n'aurait pu devenir l'Israël de Netanyahou. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence du déséquilibre du monde qui a été produit par l'effondrement de la deuxième grande puissance. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et puis après, comprendre, effectivement, c'est la théorie de la queue qui remue le chien. C'est qu'aujourd'hui, et ça c'est la thèse de Mersheimer et Walt, c'est Israël qui contrôle l'Amérique. Même si Trump déteste Netanyahou et comprend que tous les soucis qu'a rencontré l'Amérique, déclin économique par Wall Street et surinvestissement militaire à cause d'une politique au Moyen-Orient qui n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique, mais seulement d'Israël, Trump sait très bien que c'est 2 fois la question juive qui pose tous les problèmes à l'Amérique aujourd'hui. Wall Street, la rapacité de Wall Street et la domination d'Israël et de ses intérêts sur la politique étrangère américaine. Ce qui veut dire en gros que, je le dis parce que c'est mon travail, l'antisémitisme a un grand avenir aux États-Unis. C'est une certitude. Et que je comprends que les suprémacistes, parce que c'est ça, les suprémacistes juifs aujourd'hui soient pressés parce qu'en réalité le temps joue contre eux. Hein, parce que je le rappelle que même s'ils sont très puissants et très déterminés, ils sont infiniment peu nombreux. Hein, et c'est un peu la question aussi qu'on rencontre en France en ce moment. Hein. On a quand même des gens, il suffit de parler de ce que c'est que la puissance du CRIF, qui tiennent entièrement la France par tous les bouts, qui exigent de nous, après nous avoir imposé l'immigration, la repentance, donc l'adhésion à des valeurs compassionnelles, etc., qui exigent que nous soutenions inconditionnellement ce qui se passe à Gaza. Pour l'instant, ils ont les moyens politiques et médiatiques de nous faire baisser les yeux sur cette question, mais il y a un problème d'effectifs. Hein. Je rappelle que ces gens-là sont moins de 1% et que nous sommes
des autres, même si on enlève les collabos, les éternels collabos, on pourrait donner les noms, hein. Les autres sont infiniment nombreux, et dans les autres, je rappelle, c'est ce qu'on appelle les catholiques zombies, hein, c'est-à-dire les Français qui sont profondément antiracistes et compassionnels parce que ce sont restés des chrétiens, même s'ils ne pratiquent plus la religion, et puis aussi les musulmans qui sont quand même dans la même logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, en France, il va falloir à un moment donné que les choses changent, et elles vont changer aussi. C'est-à-dire que on aura sans doute un grand basculement général qui mettra un terme à l'arrogance israélienne, à l'arrogance du CRIF en France, et à l'arrogance américaine de l'État profond, à l'arrogance aussi d'un certain capitalisme financier destructeur de richesses. Je pense que c'est ça aussi l'espoir qu'on peut avoir, et ça serait, je dirais, quelque part, l'échec de l'antéchrist, hein. D'ailleurs, dans l'eschatologie, je rappelle que l'antéchrist vient, il gagne pendant un certain temps et il finit par être vaincu. Donc on est dans ce moment de fin de l'histoire qu'on peut expliquer de manière totalement matérialiste, comme je viens de le faire, par des relations géopolitiques, économiques, historiques, mais on peut aussi le faire de façon théologique, et les deux visions, matérialistes et religieuses, s'emboîtent parfaitement. Voilà. Nous sommes dans une période de fin des temps, nous sommes dans une période où l'antéchrist est sur le point d'arriver. Mais il est certain, quand on fait, presque une analyse hegelienne de la situation, qu'il ne peut que perdre, même pas à long terme, à moyen terme. Et j'espère simplement, moi, être vivant jusqu'au bout pour voir ce que je suis en train de vous prophétiser. Et si je ne le vois pas, j'aurais été comme Moïse, au moins j'aurais montré la direction de la terre promise. Quel va être le bouleversement selon toi, du coup? Comment ça va arriver? Est-ce que ça va être une grande crise? Est-ce que ça va être une guerre nucléaire? Est-ce que, comme tu dis, Poutine vite, est-ce que c'est Poutine qui va résoudre la situation, du coup? Là, actuellement, on est en Russie, on est à Moscou. Qu'est-ce qu'on peut prendre des Russes pour ramener des choses efficaces en France? Qu'est-ce qu'on peut faire à part potentiellement nouer des alliances en tant qu'acteur individuel et non politique, politique institutionnelle? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour pouvoir essayer de sauver la France, de trouver des solutions? De toute façon, il y a les deux dimensions, hein. Il y a la dimension militaire et la dimension civilisationnelle. Et la guerre qui se passe en ce moment est une guerre à la fois militaire et civilisationnelle, puisqu'en fait, on a d'un côté Poutine qui défend, on va dire, des valeurs qu'on appelle traditionnelles, mais en fait qui sont des Classique. valeurs anthropologiques, fonctionnelles. Je rappelle que l'homme au sens générique, fonctionne sur quelque chose qui est essentiel au sens le plus radical du terme, qui est la différence des sexes. Hein. Si on abolit la différence des sexes et qu'on arrive à nous faire adhérer massivement à l'idéologie LGBT, il y a une extinction de l'humanité dans le monde qui nous aura imposé cette idéologie. Hein. Je rappelle, j'ai été condamné à de la prison ferme en Suisse pour avoir osé répondre à une militante queer en la qualifiant de grosse lesbienne. Je rappelle que si d'un seul coup il n'y a plus que des homosexuels et des lesbiennes, la GPA et la PMA, qui sont une dégueulasserie, ne suffira pas au renouvellement des populations. C'est-à-dire qu'on est dans une logique en ce moment en Occident d'auto-euthanasie. Hein. Si cette idéologie triomphe, on est en voie de disparition. D'ailleurs, ils sont en train de voter une loi contre, comme par hasard, mais ça ne suffit pas. Euthanasie. Euthanasie, LGBTisme, on est dans l'Occident a adhéré à une idéologie de mort. C'est ça que ça veut dire, c'est une idéologie de mort. Hein. Et on voit bien que Poutine montre la direction inverse, qui est la direction de la tradition, défense de la famille, le rôle de l'homme et le rôle de la femme, l'égalité sociale, oui bien sûr, mais ce n'est pas l'identité. Hein. Sachant que la Russie, c'est un pays très égalitaire, probablement à cause de l'histoire communiste. Les femmes ont des hautes fonctions, et ils ne se posent pas la question. Quand tu joues l'égalité sociale, t'as pas besoin de tricher sur l'égalité sociétale. C'est parce que nous, on a triché sur l'égalité sociale, on a trahi les promesses de la gauche, on ne fait que trahir les promesses depuis la Révolution française de toute façon, et qu'il a fallu masquer cette trahison des problèmes de la gauche sociale par de l'égalitarisme sociétal qui est l'égalitarisme hors sol, tu vois. C'est-à-dire que toute la promotion du jeunisme, du féminisme, de l'homosexualisme, c'est pour cacher en fait qu'on a trahi le projet social. Et comme aux États-Unis, comme en Russie, il y a un égalitarisme social qui est déjà assez bien implanté au niveau des rapports hommes-femmes. Hein.
les femmes dans la médecine, les femmes... En politique aussi. Ça a toujours été le cas, oui. Ils n'ont pas besoin de baratin LGBT. Nous, c'est un maquillage, hein, au départ. C'est un golem, c'est quelque chose qui au départ est une escroquerie et qui est devenu hors de contrôle d'une certaine manière. Hein. C'est un cancer. Hein. Tout ça, c'est dans mes bouquins. C'est pas pour rien que j'ai écrit Vers la féminisation en 1999. Hein. On a le recul historique. D'ailleurs, je le réédite et j'ai enlevé le point d'interrogation. Parce qu'à l'époque, on pouvait se poser la question. Aujourd'hui, c'est certain que c'est une stratégie de manipulation politique avérée. Donc, il y a une guerre civilisationnelle. Donc, pour toi, il faut prendre revenir à ces aspects traditionnels pour pouvoir les défendre en France. C'est ça qui va... C'est plus que traditionnel, d'ailleurs. C'est simplement anthropologiquement fonctionnel. En fait. Et on voit bien que la Chine est dans cette logique aussi, la Russie. Beaucoup de gens résistent au LGBTisme. Les pays musulmans résistent aussi. Mais eux, l'Afrique. Ils n'ont jamais été, du coup, ils n'ont pas passé cette étape. Nous, on est passé dans cette étape dans notre histoire. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, mais on n'est pas allé très loin dans le LGBTisme formel. On est là dans le militantisme théorique. C'est-à-dire pour l'instant, c'est que le début. C'est que le début. Et d'ailleurs, il y a des résistances énormes. On voit bien chez les enfants, ne voient pas très bien pourquoi il y a des travelots qui leur expliquent la fellation à l'école maternelle. Les parents s'inquiètent, mais on voit bien qu'il y a une injonction de l'idéologie d'État c'est un passage en force. Et c'est un passage en force qui rencontre des résistances énormes parce que c'est dysfonctionnel et répugnant. Souvent d'ailleurs les deux, on ressent le dysfonctionnel par le répugnant. On se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, avec un pouvoir fort, on peut du coup nettoyer tout ça. On voit bien qu'il y a un problème sur la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie ? Cette démocratie formelle qu'on nous impose n'a rien à voir avec la démocratie réelle. Chouard a fait d'une certaine manière le travail dans son domaine. On a le problème de la critique du LGBTisme où beaucoup de gens d'ailleurs le font aux États-Unis. Trump a fait aussi le travail. En Angleterre où c'était les avant-gardes, elles étaient là-bas, ils sont déjà en train de revenir dessus parce qu'ils voient des catastrophes qui s'appellent la mutilation et la stérilisation de la jeunesse. Hein, et puis les pousser à la psychopathie. Hein, donc de toute façon, je pense que ces stratégies diaboliques échoueront. Mais avant d'échouer, elles font beaucoup de dégâts, et deux, pour qu'elles échouent, il faut qu'on les combatte. Hein. Donc c'est pas juste regarder les choses se faire toutes seules. Hein. C'est-à-dire que les gens qui vous disent ça finira par se casser la gueule, ça finira par se casser la gueule sans doute parce qu'on fait le travail. Hein. C'est les deux. Et effectivement, de ce point de vue-là, l'espoir est à l'est, l'espoir est au sud. On voit bien aujourd'hui que l'Occident collectif est le problème. En fait, l'Occident collectif attaque ses propres enfants, c'est le cas de le dire, et ses propres populations. Donc on a vraiment un satanisme oligarchique qui, pour se maintenir, est de plus en plus brutal et dangereux pour les masses, qui, je rappelle, sont les masses productives. Hein. On a une lutte des classes exacerbée aujourd'hui, une nouvelle forme de la lutte des classes qui n'est plus comme elle était du temps où décrivait Marx, mais qui en fait s'est exacerbée en se déplaçant. Hein. C'est-à-dire qu'on a une lutte, on vit dans l'Occident collectif, une lutte à mort d'élites dysfonctionnelles, parasitaires et illégitimes contre leur propre population. Hein. En fait, on est déjà en situation de guerre civile chez nous. Et on peut espérer effectivement que le Sud global nous aide à nous libérer. Hein. C'est pas un combat on va dire, des masses occidentales contre les masses, on va dire, orientales. C'est en fait un combat des élites occidentales contre leur propre peuple et l'espoir effectivement que le système qu'on appelle le Sud global, qui est attaqué en réalité par les élites occidentales, nous aide à nous libérer. Hein. On serait dans une espèce de logique de divine surprise où il n'y aurait pas l'ambiguïté hitlérienne. Hein. C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a entre Hitler et Poutine, c'est que si Poutine nous aide à nous libérer, c'est au nom d'un universel égalitaire. Alors que je rappelle que le gros problème qu'avait Hitler, c'est que, un peu comme Netanyahou, c'est qu'il prétendait être la race des seigneurs, avoir un destin manifeste, et de soumettre les peuples d'Europe, comme nous avions soumis d'ailleurs les peuples du tiers-monde. Hein. Je veux dire, Vergès était très intelligent là-dessus. Je me rappelle d'une discussion que j'avais avec lui. Il disait en fait ce qui a été insupportable dans l'hitlérisme pour les Européens, et notamment et d'autant plus pour les Juifs, c'est que Hitler prétendait faire au peuple européen ce que les Européens avaient fait dans ce qu'on appelle le tiers-monde, c'est-à-dire avec les colonisés. Il s'était permis de traiter les Français comme nous, Français, traitions les Maghrébins, tu vois, et que c'est ça qu'on a trouvé insupportable. Alors qu'en réalité, on le supportait très bien quand c'était Jules Ferry. En réalité, ce que dit Hitler par rapport à sa vision de l'Europe, c'est ce que disait Jules Ferry
tu sais, Sur les races sur inférieures, ouais. sur l'axe sud, c'est sur l'Afrique. Mais c'est la vocation des races supérieures à civiliser par la force les races inférieures. C'est exactement la vision hitlérienne, mais sur l'Europe. Effectivement, ça nous a semblé insupportable qu'on nous traite comme des nègres. En fait. Quand ça nous concerne Oui, directement. c'est-à-dire que ce qu'on a trouvé insupportable, c'est qu'Hitler se permette de nous traiter comme des nègres. Quand c'était Jules Ferry, ça C'était passait OK. crème, tu vois. C'est important de rappeler. C'est Vergès qui m'avait... J'étais capable de le comprendre par moi-même, mais Vergès, qui était un métis et qui avait été très lié à la cause tiers-mondiste et à la décolonisation, est très, très sensible en disant finalement, ce qu'on reproche à Hitler, c'est d'avoir traité des Blancs comme des nègres. Dont les Juifs aussi d'ailleurs. Hein. Mais quand c'est des nègres, ou même d'ailleurs comme des nègres, on va dire des Palestiniens, hein, ça passe assez crème. Notamment d'ailleurs pour tous nos droits tardés, tu as vu, ça les gêne pas tellement. Hein. Donc il y a toujours cette résurgence d'un certain racialisme chez les droitards. Mais ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que cette extrême droite est portée majoritairement par des gens qui étaient censés être les victimes de l'extrême droite, historiquement. Hein. C'est-à-dire, les juifs israéliens, aujourd'hui, sont les champions, quelque part, du néonazisme. Hein. On est c'est de la dialectique, c'est des formes qui se transforment, et il ne faut pas avoir, pour reprendre une de mes idées favorites, il ne faut pas avoir une lutte anti-nazie et une lutte antifasciste de retard. Ça, c'est le confort, c'est facile. Il faut être dans l'antinazisme et l'antifascisme d'aujourd'hui. Et cet antinazisme et cet antifascisme nous obligent à être avec les Gazaouis contre les sionistes aujourd'hui et nous obligent à être avec les Russes contre les Ukrainiens aujourd'hui. Et quand je dis contre les Ukrainiens, le pouvoir ukrainien, car je le rappelle aussi, même constat, le peuple ukrainien est victime de ces élites. D'ailleurs, Zelensky n'est pas vraiment un Ukrainien, je le rappelle. Hein. Il est ukrainien quand ça l'arrange. Hein. D'ailleurs, il finira soit mort, soit dans un paradis très loin de l'Ukraine. Il a déjà fait tous les investissements nécessaires. Hein. On sait déjà où sont ces villas, le prix qu'elles ont coûté. Si tu veux mettre en post-production, je te laisse faire une partie du travail. Ok, très bien. Du coup, comment les pays du Sud ou la Russie ou les BRICS peuvent nous aider, nous, à nous en sortir? Est-ce que ça passera par les médias? Et c'est d'ailleurs pour ça que les médias se font autant attaquer, toi compris. Même les médias russes, comme RT ou Sputnik, qui se sont fait censurer et bannir de France. Est-ce que ce pouvoir-là vient vraiment du pouvoir de la parole, tout simplement, du pouvoir de diffuser nos idées? Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on s'en sortira? Ou est-ce qu'il faut un peu plus? Ou est-ce qu'il faut ce fameux retour de la couille que tu défends? Est-ce qu'on peut promouvoir ça juste par la parole? Ou est-ce qu'à un moment, il va falloir passer à l'action d'une façon ou d'une autre? Mais de toute façon, le retour de la couille, c'est le retour à une parole couillue. Moi, je vois des gens qui me reprochent mon style. Tu vois, là, hier, j'ai discuté longuement avec Douguin, qui a posté d'ailleurs sur X, et il dit j'ai entretien très enrichissant, très intéressant avec Soral. Et d'ailleurs, l'équipe qui est autour de Douguin a comme projet de traduire mon livre Comprendre l'époque, tu sais, pourquoi l'égalité. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont quand même des intellectuels de haut niveau, d'une très grande culture, pensent qu'il peut être intéressant de traduire un livre d'Alain Soral. Ceux qui m'insultent dans les commentaires, tu peux regarder X, n'ont jamais lu un de mes livres et d'ailleurs auraient bien du mal à comprendre l'époque, qui demande un certain niveau d'intelligence et de culture. Et ça veut dire que le retour de la couille, c'est aussi le retour de la virilité intellectuelle. Hein, c'est les deux. C'est que en Occident, il y a un énorme déclin de l'intelligence. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que ceux qui parlent le plus du QI en montrant le danger de l'immigration africaine, ils ont une certaine valeur, ce ne sont souvent pas ceux qui ont le QI le plus élevé. Hein, parce que l'effondrement du QI dans notre monde blanc occidental est déjà, comment dirais-je, endogène. Hein. C'est notamment d'ailleurs la fin de la culture de l'écrit, la fin de la lecture, et comment dirais-je, la culture par la tablette. Tu vois, le TikTok fait autant de dégâts pour la baisse du QI que les migrants qui sont arrivés par le Sud, à cause, je le rappelle, de la destruction de la Libye par Bernard-Henri Lévy et Sarkozy. Il faut rappeler quand même d'où ça vient, tout ça. Hein. Et donc, il faut un retour à une certaine virilité physique et intellectuelle. Et moi, j'ai longtemps théorisé qu'il y avait un rapport fondamental entre les deux. Le désir de pénétrer l'objet, tu vois, le lien entre la puissance du phallus et le désir de compréhension. Hein. Il y a les gens qui prennent du plaisir et dont le leitmotiv est de prendre du plaisir, qui est une phrase sodomite, hein, pour moi, à mon avis, ont déjà renoncé à une certaine virilité intellectuelle ou n'ont plus les moyens de cette virilité intellectuelle. Et là, il faut s'intéresser, comment dirais-je, aux
au travail de Piaget, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'intelligence et le corps sont profondément liés. Hein. Je veux dire, la volonté de compréhension demande une volonté qui est quand même une sublimation d'une certaine énergie vitale, voire d'une certaine énergie sexuelle. Et c'est peut-être, ça pourrait expliquer aussi tu sais, mon livre Vers la féminisation. Pourquoi on a autant promu une certaine pensée féminine, très émotionnelle, sans doute aussi parce qu'il fallait faire baisser le niveau d'intelligence critique de nos propres populations pour qu'elles acceptent de se soumettre à un pouvoir, que Gilles dit, parasitaire, illégitime, et qui se maintient par la destruction, et notamment la destruction au niveau de la masse, de la capacité d'analyse et de compréhension, non pas par le discours, mais par les outils qui permettent la maîtrise, notamment la maîtrise de la logique, et puis aussi la culture générale. Et là-dessus, on a Brigelli, qui depuis des années a publié des livres comme La fabrique du crétin, pour nous montrer bien qu'aujourd'hui, la vocation de l'éducation nationale, c'est de produire de la bêtise de masse. Hein. Et moi, je le constate, il n'y a pas plus con qu'un prof de l'éducation nationale en moyenne. Il suffit de vérifier. Ils sont tous pro-LGBT, écolo débiles, décroissants, climatistes. Tu vois, Prof de lycée, prof d'université, bah, tout. c'est pareil. Le Ouais. niveau est très très bas. Et puis surtout, le niveau est très très bas parce que la cooptation se fait sur ces critères-là. Mm. Moi, je le sais parce que je suis quand même en contact et avec les étudiants et avec les profs. Et aujourd'hui, les profs qui ont une certaine culture sur le réchauffement climatique, sur la pandémie, etc., sont obligés de se cacher et sont sanctionnés et sont minoritaires dans le système éducatif. Donc il y a vraiment un énorme, j'ose le dire, un complot contre l'intelligence en Occident fait par nos élites occidentales qui, elles, ont encore l'intelligence. Je rappelle que ceux qui nous ont vendu le féminisme, notamment d'ailleurs par les loges maçonniques interdites aux femmes, hein, ça sort de planche, eux sont des vieux mâles blancs de plus de 50 ans. C'est ceux qui sont en train de dégager les mâles blancs de plus de 50 ans du commentaire et donc de l'analyse. Ceux qui dégagent ces mâles blancs de plus de 50 ans sont des mâles blancs de plus de 50 ans. Et eux, pour se maintenir au pouvoir en tant que mâles blancs de plus de 50 ans, veulent que le commentaire journalistique soit fait par des connasses de moins de 30 ans. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est pas du tout une mise au pouvoir des femmes ou des jeunes. C'est une manipulation de la jeunesse et de la féminité, parce que ces gens savent que c'est des gens qui forcément ont moins de moyens de produire un discours de qualité. Tout ça, c'est dans mes bouquins, si on veut comprendre pourquoi. C'est même pas des essentialistes, c'est simplement parce que ils n'ont pas, historiquement ou chronologiquement, eu suffisamment de moyens pour faire le travail. Hein. C'est même pas de l'essentialisme. Et aujourd'hui, si il y a autant de femmes et de jeunes au pouvoir en Occident, c'est parce que les vieux mâles blancs qui sont au pouvoir, eux, savent que c'est comme ça qu'ils peuvent se maintenir. C'est ça le paradoxe. Hein. C'est pas du tout parce que les femmes ou les jeunes sont en train de prendre du pouvoir. T'imagines bien que c'est pas les black blocs ou je sais pas quoi, ou les mouvements féministes extrémistes qu'on voit là, celles qui se mettent les seins à l'air, les fémènes, ou même les LGBT. Il n'y a pas en France de syndicats de travelots qui permettent de peser sur la politique pour que d'un seul coup on fasse du LGBTisme de masse et du LGBTisme pédagogique. C'est on manipule une certaine misère, une certaine, je dirais, psychologie défaillante d'une certaine minorité pour des raisons de destruction qui sont des manipulations. Le LGBTisme est une manipulation. C'est pas une volonté de la jeunesse de changer de sexe ou une volonté des travelots de devenir une force politique militante. D'ailleurs, quantitativement, ça n'a jamais existé. Je rappelle qu'on n'a jamais, dans les manifestations de masse, on n'a jamais vu des manifestations de masse de femmes ou de travelots. Les manifestations de masse sont toujours unisexes. Quand tu as une manif de travailleurs dans la rue, si c'est une manif, par exemple, du personnel hospitalier, parce qu'il y a un vrai problème de l'hôpital public en France, ce sont des hommes et des femmes ensemble. Ça s'appelle le personnel hospitalier. Il faut vraiment être inculte politiquement pour penser qu'il y a de la politique sexuée dès qu'on arrive à un niveau de sérieux de la politique. Tu vois ? D'ailleurs, il y a des partis féministes en France, mais il n'y a pas de partis masculinistes. Les hommes ont suffisamment d'épaisseur culturelle sur la politique pour ne pas marcher dans ce genre de combine. Hein, si moi demain je dis hommes, soulevons-nous contre la méchanceté des femmes, je vais réunir 350 personnes, dont la moitié de psychopathes, sur un trottoir. Hein. Voilà qu'on réfléchisse bien à tous ces fondamentaux. Qu'est-ce que c'est ? Et ça rejoint la catégorie de Kluskar, qui était un de mes maîtres en politique et en philosophie. Fait bien la différence entre le sérieux et le frivole. Hein.
Ce qu'il faut, c'est revenir au sérieux politique. En politique, il y a des catégories, il y a des concepts qui sont sérieux. Et puis par ailleurs, il y a du frivole. Et le frivole, c'est toujours pour essayer de te détourner du sérieux. Notamment le sociétal pour te faire oublier le sérieux du social. Et ça, bah, c'est tout mon travail, je dirais, c'est pas idéologique parce que le mot est un mot mal formé, mais c'est tout mon travail intellectuel pour essayer de le faire comprendre. Comment on fait aujourd'hui pour avoir des couilles? Comment on fait? Oui. Tu as connu beaucoup de gens dans ta vie, tu as fréquenté beaucoup de monde, des gens qui sont encore aujourd'hui à la télévision. Tu as constaté que les gens savaient des choses, mais qu'ils ne les disaient pas. Comment ça se fait? Bah déjà, pareil, comme la phrase comment dirais-je, de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, est totalement valable. C'est-à-dire qu'on ne naît pas seulement femme, on le devient aussi. C'est une construction. Voilà, c'est une construction. C'est une biologie, une construction c'est pareil sociale. pour les hommes. On ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire qu'au départ, on a effectivement un bagage, je dirais, biologico-organique, qui induit d'ailleurs une certaine psychologie. Bon, là, on peut s'intéresser à l'Oedipe, pas forcément en acceptant Freud jusqu'au bout, mais la structuration de la psychologie par la relation première à la mère et au père, qui n'est pas la même pour le garçon que pour la fille, ce que j'ai appelé, moi, dans mon travail théorique, la dissymétrie de l'Oedipe, que les gens aillent lire vers la féminisation, ils comprendront de quoi je parle. Donc on est un être biologico-organique, ça c'est ce qui nous est donné par la nature. Ça induit une certaine psychologie qui s'appelle le psychologico-affectif, qui est lié à ça, mais qui ne l'intègre pas totalement. Et puis au-dessus, il y a encore ce qu'on appelle l'économico-social, l'historique et le culturel. Il faut tenir compte de cette triple articulation. Hein. L'être humain est structuré par 3 dimensions qui interagissent ensemble. Hein. Il est biologico-organique, psychologico-affectif et économico-social. Et là, on est dans l'être total. Et donc, on ne devient pas homme, seulement on le devient. Et devenir un homme, c'est être éduqué par des hommes qui le sont déjà devenus et qui prennent l'enfance en charge, le petit garçon, pour essayer de l'amener vers ce qu'on appelle un adulte. Un adulte, ça veut dire quelque chose. C'est pas seulement un constat de classe d'âge. Ça veut dire un être raisonné, raisonnable, qui tient sa place dans le collectif, puisque là, on est obligé de parler du nous et de sortir du je et du solipsisme, tu sais, du moi-je, tu vois, de la vision. J'en parlais avec Douguine hier, tu vois, l'individualisme, l'idéologie individualiste qui est consubstantielle à la bourgeoisie, à la conscience bourgeoise, et même aux droits de l'homme, puisque tu as vu, le droit de l'homme, il n'y a pas de S. Ce qu'a rajouté Marx à Rousseau, d'une certaine manière, pour simplifier, hein, c'est qu'à un moment donné, on a mis un S aux hommes, ça s'est appelé les classes sociales, tu vois. La bourgeoisie au pouvoir veut toujours essayer de nous ramener, tu sais, vers le solipsisme de l'individu, tu vois, ce que Stirner appelait le moi et sa propriété, tu vois, qui ne permet pas de comprendre, Gustave Le Bon, que la réalité sociale, c'est le nous. Hein, et que le nous n'est pas une addition de je, et que quand on s'arrête au je, on est un être désocialisé et on est un être socialement négatif. Hein. Et donc, pour revenir, pour pouvoir qu'il y ait à nouveau de la couille chez nous, il faut que les adultes qui existent encore et qui sont des vrais adultes, qui forcément vieillissent. Hein, les boomers, c'est-à-dire ceux qui sont la jeunesse 68arde, moi des fois on me traite de boomer. Je rappelle aux crétins qui me traitent de boomer que les boomers, c'est ceux qui sont nés immédiatement après-guerre. Et c'est ceux qui avaient 20 ans en 68 et qui ont pris le pouvoir après 68 et qui sont devenus les cadres de l'État socialiste des années 80. Moi, je ne suis pas un boomer. Les boomers ont au moins 10 ans de plus que moi. Hein, quand on critique les boomers et les dégâts qu'ils ont produits, c'est la jeunesse 68arde. Hein. Voilà, vous regardez, ils sont pas nés en 58, ils sont nés en 45, hein, en gros. Voilà. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, qui sont les vieux adultes, le problème, c'est qu'ils ne sont pas des adultes. Ils ne sont jamais devenus adultes. Hein. Et ce sont des éternels adolescents, immatures, et avec cette dimension parasitaire, cette dimension d'incapacité à gérer le nous. Et donc, il faut essayer de trouver les adultes qui restent encore. On avait... Delavarde était un adulte, tu vois. Souvent, tu vas aller chercher, par exemple, chez des militaires ou chez des éducateurs sportifs. Mais effectivement, on a ce problème comme les anciens combattants, hein, il y en a de moins en moins. Ou alors, il va falloir les chercher à l'étranger, tu vois, demander aux Russes, à un moment donné, de nous envoyer des éducateurs qui sont encore qui sont des adultes authentiques,
pour prendre en charge, tu sais, notre jeunesse, pour en faire des adultes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le LGBTisme, le jeunisme, le black bloc, pareil, tu sais, des casseurs professionnels immatures et improductifs, et aussi un certain féminisme, parce qu'il peut y avoir un féminisme positif, hein, l'égalité homme-femme, moi je suis pas du tout contre. Hein. D'ailleurs, c'est nécessaire d'un point de vue même de la production. Tu sais qu'à un moment donné, l'alphabétisation des femmes est une des conditions du progrès. Tu vois, Nasser était pour l'alphabétisation des femmes. Tu vois, quand tu veux décoller dans la compétitivité mondiale, tu laisses pas la moitié de l'effectif, c'est-à-dire les femmes, à côté. Tu dois forcément, et ce qui est complexe, parce qu'il faut qu'elles soient mères et partiellement travailleuses. Ça pose des gros problèmes de démographie. Le problème du salaire maternel, le problème de dégager un temps pour la maternité tout en leur permettant d'accéder aux études pour participer, déjà d'un point de vue de la compétence et de la maîtrise des mathématiques appliquées. Enfin, tout ça, c'est des questions politiques qui ne demandent pas de la... Moi, je fais de la provo souvent, mais c'est pas binaire, hein, c'est pas... retour à la cuisine, c'est rigolo comme slogan, mais c'est un slogan de combat parce qu'on se fait trop emmerder par des femmes à cheveux bleus. Mais en réalité, on sait très bien que ça serait une catastrophe. Enfin donc, aujourd'hui, la civilisation occidentale et la France particulièrement est en grave danger car nous n'avons de moins en moins d'éducateurs pour éduquer la jeunesse, pour en faire des adultes. Tu vois, on est vraiment dans un problème politique, social, culturel. Et là, on peut se poser la question à un moment donné qu'il va falloir reprendre l'éducation, tu sais, le mammouth, l'éducation nationale en main et remettre des tests de qualification un peu différents pour effectivement que ces éducateurs éduquent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai constaté que ces éducateurs sont des déséducateurs en grande partie. C'est pour ça que quand on me dit... Déstructure au lieu de structure. Oui, quand on me dit une certaine jeunesse des banlieues est très rétive à l'éducation nationale, je dis quelque part, c'est peut-être un sursaut, tu sais, d'instinct anthropologique. Moi, je comprends que quand tu leur dis que la France, c'est la Shoah, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est le gender fluide, c'est je sais pas trop quoi, que les types n'aient pas envie de gober ça, parce que justement, ils sont encore des êtres relativement naturels, tu vois, on peut dire, tu vois. Ils n'ont pas été complètement déstructurés. Et quelque part, d'échapper, comme d'ailleurs moi je l'ai fait, puisque je ne suis pas bachelier. Moi, ce qui fait, excuse-moi, je vais être un peu arrogant, ma grande intelligence et ma grande culture, c'est que j'ai échappé à l'université française. Et tous les livres que j'ai pu lire et les savoirs que j'ai pu acquérir, ils étaient sortis de la bibliothèque de l'éducation nationale depuis longtemps. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on étudie Henri Vallon, Leroy-Gourhan, Piaget, Lucien Goldman, enfin Sèvres, tu vois, et les théories qu'ils ont élaborées, ou même Kluskar. Kluskar n'est pas enseigné. Kluskar, non. Certains sont étudiants en psychologie comme Piaget, je pense. Oui, Piaget encore, mais ça va être de la psychologie René Zazot, Émile Jallet, tu vois, tout. Moi, j'ai une culture infiniment supérieure à des types qui ont bac plus 8, 10 ou je sais pas quoi, qui ont été simplement victimes de... T'imagines, un petit con qui a fait Sciences Po Paris, et après d'ailleurs qui postule à l'ENA et qui prétend être un cadre administratif et un administrateur de la République française. C'est ce que Goldman appelait déjà dans les années 70, un diplômé analphabète. C'est un crétin. On voit d'ailleurs même le pauvre Juan Branco qui fait des efforts. Tu vois très bien que son vrai problème, c'est d'être passé par l'école alsacienne et Sciences Po. Il faudrait que je le prenne en main pour finir sa rééducation. Il a beau vouloir, il a le désir, mais il est, comment dirais-je, il est profondément impacté, tu vois. Donc, il y a un énorme travail à faire, tu vois. Restructurer l'école, l'université, dégager tous les cadres dans le journalisme, je t'en parle pas. Non, il nous faut quoi. Enfin, je veux dire, c'est un Nuremberg qu'il nous faut. Hein. Et un homme d'État suffisamment puissant, mais on n'a pas beaucoup de signes. Il nous faudrait un Poutine, que ça arrive. Un Poutine français, oui. On voit bien qu'avec Macron, on est arrivé au bout du bout de ce que c'est que l'effondrement de la République et de sa représentante, du premier commis de l'État. On voit très bien que De Gaulle, avec la 5e, a essayé de sortir de la gabegie de la 4e, qui était à peu près la même chose que la 3e, tu sais, la politique des partis, le parlementarisme, etc. Il avait essayé de mettre un petit peu de despotisme éclairé, maquillé de démocratie par le suffrage universel. Tu vois, on sentait qu'il bricolait, tu vois. Mais petit à petit, on voit bien qu'après l'éviction de De Gaulle, on a Pompidou, c'est pas terrible. On a Giscard, qui est déjà de la merde. Enfin, je veux dire, un narcissique, un lévrier afghan, enfin, tu vois, et non pas un chien de combat. Et puis derrière, on a Mitterrand, qui est un Florentin pervers, qui a encore le bagage culturel
pour donner le change, mais qui politiquement est une catastrophe en termes de choix économiques, en termes de sa compréhension de la monnaie. Je veux dire, sa culture ne lui permettait pas d'être un gestionnaire. Hein. C'était un littéraire qui préférait les monuments. Toi, l'histoire de France par les monuments, à l'histoire de France par les hommes, ce qui était très... géométrie sacrée, enfin, je veux dire, il faut s'intéresser profondément. Mais c'est le dernier français, je dirais, parce qu'après, on n'a même plus de mecs qui maîtrisent les humanités classiques, tu vois. Et après Mitterrand, c'était qui déjà? J'ai presque oublié. On a eu quoi? On a eu Chirac, ah oui, le grand con, mais qui pouvait encore donner le change par sa présence physique, tu vois. Il a fait des choix catastrophiques aussi. Oui, il avait encore une politique étrangère à peu près qui était du résiduel gaulliste, que nos juifs ont appelé la politique arabe du Quai d'Orsay, alors qu'en fait c'est une politique équilibrée, tu vois. Et c'est le dernier qui a pu donner un peu le change, bien qu'il nous ait fait le coup du Veldiv. Hein. Je crois que c'est Marie-France Garot qui disait on croyait qu'il était du marbre dont on fait les statues, et il était de la faïence dont on fait les bidets. Tu vois, c'est la phrase de Juillet et Marie-France Garot sur leur poulain qui était qui avait quand même donné à un moment donné le discours de Cochin. Il faut l'écouter. Hein. C'était un discours lepéniste. Hein. Et puis après, il a compris que c'était dangereux, et là, il a tout lâché d'une certaine manière. Mais il restait encore. Il portait beau, tu vois, il portait beau. Comme d'ailleurs, aujourd'hui, on a Villepin, tu vois, qui pourrait porter beau encore et qui pourrait peut-être incarner quelque chose de français si c'était pas un espèce de grand bourgeois hors sol, avec, à mon avis, une vie intime un peu LGBT. Je n'en creuserai pas plus loin, mais j'ai des infos. Voilà. Mais sinon, après Chirac, on a quoi? On a Sarkozy l'américain, le boiteux, Sarkozy le malade salonique, enfin je veux dire, c'est déjà Sarkozy le destructeur de la Libye, Sarkozy qui a liquidé l'or français pour soutenir le dollar. Enfin là, lui, c'est pas pour rien qu'il a enlevé la haute trahison, tu sais, de ce pourquoi pouvait être condamné à président de la République, parce que lui, il mérite, il mérite. Il y avait son fils, non, sa fille qui disait qu'il méritait pas le bracelet. Il mérite bien plus que le bracelet. C'est un traître. C'est un traître à la France grave. Hein. Pétain, on peut en discuter, mais lui, il mériterait la condamnation assez grave, quoi. Et puis derrière, c'est la débandade, puisqu'après, il trouve le moyen de se faire battre, de ne pas être élu par Flamby, la pâte hollandaise, qui lui, c'est le néant. Et puis derrière, il donne la place à un type. Ou alors là, on est dans l'extravagance absolue, c'est le tandem, parce que c'est un couple, hein, on a vu, hein, Macron-Brigitte, hein, Jean-Michel pour certains, c'est pas le sujet aujourd'hui, et on se demande après, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre? Un canard, un poisson rouge, Sandrine Rousseau, enfin, on est au bout du bout de la Ve République, mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer à la 6e, il faudrait passer à un despotisme éclairé, de type, à mon avis, Poutine, qui permettrait, comment dirais-je, une politique stratégique, tu vois, un État stratège sur 30 ans, parce que redresser la France, il faut 30 ans, là, hein, avec le dégât qui a été fait depuis mai 68, ça remonte à plus de 50 ans. 68, 78, 88, 88, 2008, 2008, ouais, 70 ans, je veux dire, ça fait 70 ans que ça se pète la gueule. Et d'où mon slogan Poutine vite, hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre d'ailleurs que ce qui fait du bien au peuple, c'est pas la démocratie, c'est un despotisme éclairé. Historiquement, ça se vérifie pratiquement tout le temps. C'est-à-dire un homme fort qui est en harmonie, je dirais, avec le peuple, mais parce qu'il coule dans ses veines. Hein. C'est pas un discours. C'est pas une posture. C'est pas un discours, c'est pas une posture. Et il nous faut, certains pourraient dire un nouveau De Gaulle. Hein. Après, il y a toujours des gens qui n'aiment pas De Gaulle, mais bon, c'était quand même, c'est ce qu'on a eu de mieux depuis très longtemps, hein, quand même. Hein. C'est évident que c'est un patriote avec une vision. Et je veux dire, il nous a maintenus quand même à flot dans une période où... C'est un symbole pour de nombreux pays. Oui, puis on était déjà déclassés totalement. Je veux dire, il a géré, quelque part comme Trump aujourd'hui doit gérer le déclassement de l'Empire américain, De Gaulle a géré au mieux le déclassement de la France. Hein. Perte de nos empires coloniaux, essayer de maintenir un dialogue malin entre l'URSS et l'Amérique pour avoir encore la gestion de l'Afrique, hein, qui était la stratégie du Nini. Hein, la troisième voie. Enfin, je veux dire, quand on étudie, De Gaulle, c'est ce qu'on a eu de moins pire à une époque où, de toute façon, on était déjà très déclinant. Et c'est des déclins qui nous dépassent au niveau de la mondialisation. Aujourd'hui, la France ne pourra plus jamais, et de moins en moins, rivaliser avec des entités comme l'Inde, la Russie, évidemment, les États-Unis, mais même le Brésil demain. Je ne sais pas si tu vois, en termes de capacité de production et de population.
On a régné longtemps sur le monde, un petit monde qui s'appelait l'Europe occidentale, qui consistait à un jeu entre l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin voilà. Et cette histoire-là, elle est finie pour nous à Waterloo, pour l'Allemagne à la prise de Berlin par l'Armée rouge, pour l'Angleterre c'est 1945, hein, quand Churchill est viré après avoir fait le sale boulot, parce que je rappelle qu'il est entièrement responsable du déclin de l'Angleterre. Je laisse David Irving. Quand on compare Zelensky à Churchill, c'est une très bonne comparaison. Hein. Les cons, enfin les cons et les menteurs, certains ne vous disent pas pourquoi et les autres n'ont pas compris. Mais étudiez le drame qui a été Churchill pour l'Empire anglais. Enfin, c'est encore un autre sujet. Donc il faut effectivement une révolution en France, révolution que Trump aimerait faire aux États-Unis et qu'il a un peu amorcé sur certains sujets. Hein. Sortir de l'Empire pour se réintéresser à la nation américaine. Réindustrialiser. Infrastructure, industrialisation. Essayer de mettre sur la touche la finance parasitaire de Wall Street qui fait de l'argent en détruisant de la richesse. Et c'est aussi très marqué communautairement. Hein. On a Netanyahou d'un côté et puis on a Bernanke de l'autre. Il ne faut pas oublier. Hein. Les deux sont liés. Hein. C'est un sujet qui m'intéresse et qui me coûte cher, mais tout ramène toujours à Jérusalem, hein, à chaque fois. Hein. Et il nous faut à minima un Trump français et même au-delà un Poutine français. Hein. Et là, les Russes m'avaient posé la question la dernière fois, qu'est-ce qu'il faudrait aider comme homme politique en France pour que ça aille mieux? Et je leur dis aucun. Sur ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Je pense que le personnage qui sortira pour sauver la France, si la France peut être sauvée, parce que peut-être sa vocation est de finir par disparaître, hein, c'est possible, c'est un personnage qui sortira d'une certaine manière de nulle part, comme est sorti Napoléon Bonaparte, qui était inenvisageable sans la Révolution française, sans le rattachement de la Corse à la France, parce qu'il aurait pu très bien être italien et s'investir dans l'épopée nationale italienne. C'est un personnage qui sortira de la crise, de nulle part, et qui sera atypique, à mon avis, par rapport à ce qu'on appelle un homme politique en France. C'est d'ailleurs ce que j'appelle le modèle giscardien, tu sais, de parler lentement pour dire peu de choses, et puis se soucier de la forme, et puis bien penser à dire mesdames et messieurs dans le bon ordre, tu sais, de parler en inclusif. Tout ce dont il faut sortir. Tu sais, quand Trump avait dit une phrase qui a lancé sa carrière politique pour moi, quand il a répondu à une espèce d'hôtesse féministe et qu'il a commencé à le traiter de macho et qu'il a dit on n'a plus le temps pour ces conneries, ce politiquement correct, il y a urgence. Et là, il a conquis le peuple américain sur une phrase comme ça. Et j'ai pas entendu cette phrase dite par un homme politique à une connasse, tu sais, animatrice. Je sais pas laquelle, la saucisse libanaise ou je sais pas quoi. À un moment donné, tu sais qu'elle te dit, vous n'êtes qu'un ignoble macho, il dit, on n'a plus le temps pour ces conneries, il serait peut-être temps, si on veut s'en sortir, que tu retournes un peu voir ce qui se passe à la cuisine, tu vois. Le jour où un homme politique français, tu vois, va dire ça, là, je pense qu'il peut faire un carton. Tu vois. Ouais. Donc, il s'agit de plus être politiquement correct du tout, quoi. Oui, le politiquement correct, on savait dès le départ. Mais avec le raffinement français, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué d'être trop brut de décoffrage alors, le plus grand écrivain mondial s'appelle Louis-Ferdinand Céline, c'est la plus haute des poésies et la plus haute des brutalités, des radicalités et même de la... comment dirais-je, quand on peut être dans la scatologie et ne pas être vulgaire quand on est très cultivé et très fin, tu sais, c'est une question d'oreille musicale, tu vois. Et on a tous les exemples que... Même Houellebecq, regarde, Houellebecq qui est quand même l'écrivain français qui impressionne à l'étranger, donc c'est quand même un critère, et il se permet quand même des sorties qui sont très incorrectes à tous les niveaux, tu vois. Donc tout dépend de celui qui le dit, tu vois, et de son niveau de finesse. Je veux dire, c'est une question d'oreille. Tu peux gueuler comme le pire des chanteurs de hard rock si tu as l'oreille absolue, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait c'est en place, tu vois. Ça se joue à ça. Il y a des gens qui comprendront même pas de quoi je parle, mais je pense que tu sais, quand Céline disait le problème, c'est qu'ils sont lourds, tu vois. Voilà, pour les raffinés comprennent de quoi je parle. Et puis les autres, qui s'aiguisent un peu l'oreille. Mais nous les raffinés, on sait qu'ils entendent pas les fausses notes. Enfin, moi je le sais, quoi. Et que voilà, il va falloir des raffinés avec de la couille. Voilà, l'avenir est au raffiné couillu. Voilà. Et s'il n'y a pas l'un et l'autre, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il est temps de tout changer, il y a urgence.
Si la France a un destin, parce qu'il y en a qui croient à la France, moi j'y crois, elle sera sauvée, et ça sera comme souvent avec la France, ça sera brutal, hein, ça sera brutal. Et sinon, eh ben, il faut accepter de disparaître et avoir une vision spinglérienne de l'histoire, tu vois, et de dire on a fait notre temps. Mais voilà, en tant que Français et militant politique, on va se battre pour que ça n'arrive pas. Justement, ce sera ma dernière question, tu as une échéance importante très bientôt. Tu as un procès, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Cette vidéo va sortir probablement avant ce procès. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors j'ai un procès le 18 juin. Normalement, ça devait être en novembre, donc ils ont avancé la date parce que dans l'esprit du pouvoir, elle est symbolique. Tu sais, je serai le méchant collabo, et eux, ils incarneraient, tu sais, la liberté, le gaullisme. Je sais pas si tu vois, c'est le gaullisme à Paris, et moi, je suis le collabo qui a été obligé de s'expatrier à Londres, tu vois. Mais eux, tu vois, aujourd'hui, tout ce qui se fait de pire se fait au nom de la République. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faudra se débarrasser de ce truc-là, parce que ça a été tellement sali, et ça a perdu tellement le sens initial, tu vois, que de toute façon, le problème en France aujourd'hui, le problème on va dire de la patrie, si on veut quelque chose, ou de la nation, c'est la République. La République, c'est en deux mots, la République, tu vois. Il faut l'écrire en deux mots, tu vois. Hein, et c'est une République. Hein, on voit à quoi ça fait référence. Et donc, cette République me fait un procès, et il y a plusieurs intitulés. Il y a provocation à la haine, évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a provocation au crime. Provocation au crime, c'est dans la loi suisse, parce que les Suisses, effectivement, font aussi le sale boulot pour les Français. L'indépendance suisse, c'est fini comme le secret bancaire. Hein. Voilà. Il ne reste plus que les frontières douanières, mais tout le reste, idéologiquement, est tombé. Hein. C'est un autre sujet. Et donc, c'est provocation à la haine, provocation au crime peut-être, mais il y a apologie de terrorisme, et surtout, cerise sur le gâteau, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour payer, tu sais, les Thénardier du Covid, qui était le couple, le tandem Lévy-Buzyn. Tu as vu, qui échappe à toutes les sanctions. Mais par contre, moi, il me faut un procès. Hein. Et là, dans le cadre de ma dénonciation de l'escroquerie de ce que j'ai appelé le couillonavirus, qui est une escroquerie au niveau du pognon, et qui est un enfermement, c'est-à-dire une trahison des libertés démocratiques. Donc il y a plusieurs volets. Hein. Il y a l'empoisonnement, l'escroquerie d'argent, et comment dirais-je, bafouer la liberté des Français. Hein, il y a empoisonnement, enfermement, escroquerie. On va dire ça, voilà. C'est ça que ça représente. Et c'est moi qui suis envoyé au tribunal, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, enfin, qui se débrouille avec ça. Donc c'était à cause d'une vidéo sur le coronavirus, c'est ça? Oui, j'ai fait 2 vidéos dès le début du coronavirus. J'ai par instinct et intuition et culture à peu près tout dit, si vous vérifiez de ce qui est la vérité aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est officiel, hein, parce que finalement, les complotistes ont eu raison, tu sais, étape par étape. Aujourd'hui, les complotistes avaient entièrement raison sur le couillonavirus. Mais malgré tout, je suis envoyé au tribunal par le tandem Buzyn-Lévy de la communauté, et aussi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, qui se débrouille avec ça. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, on te traite d'antisémite, donc de raciste ultime, parce que tu te choques de ce qui se passe à Gaza. Tu vois, tout est inversé de toute façon. Dans les discours d'ailleurs dans les discours de Poutine, il y a ce qu'on appelle l'Occident collectif, il le nomme l'empire du mensonge. Hein, l'empire du mensonge, c'est-à-dire que tout est inversé chez nous. Donc, pour moi, ce procès est une médaille, et c'est la preuve que je fais le travail. Je pense que ça va être une tentative d'extermination de ce que je représente collectivement et individuellement, c'est-à-dire l'association, sans doute le site. Je pense qu'ils vont essayer de s'attaquer à tout ça, parce que tu as vu aujourd'hui, dès que quelqu'un gêne la République, il y a dissolution, validée immédiatement par le Conseil d'État. Tu as vu, on élimine en fait tout ce qui critique le pouvoir central, au nom de la démocratie. C'est ça que j'aime bien, tu vois, ça s'appelle la dictature au nom de la démocratie. C'est marrant, c'est-à-dire que c'est des sujets... C'est orwellien. Oui, oui, c'est orwellien totalement. Et donc, je verrai ce qui se passe. Et moi, ma stratégie, c'est la radicalité aujourd'hui, la défense de rupture, pour faire une référence à Vergès. Parce qu'il n'est plus temps de faire autre chose et autrement. Hein, donc, je sais de toute façon que je ne peux pas gagner. Donc, ce que je peux faire, c'est me servir de ce tremplin pour marquer des points. Et marquer des points, c'est le frontal et le radical, ce que je viens de faire un peu d'ailleurs devant toi, avec une argumentation de qualité. Parce que là où je les baise, c'est sur l'argumentation. D'ailleurs, mes livres ne sont jamais attaqués, par exemple. Je suis attaqué sur des commentaires sur X, même qui sont d'ailleurs parfois qui ne sont pas de moi.
Mais je m'en fous, j'assume. Je ne vais pas dire que mon compte X est géré par une équipe et que parfois c'est pas moi. T'imagines bien que quand la police me demande qui c'est, je dis c'est moi. Il n'est pas question de balancer quiconque, tu vois. Donc souvent, je suis envoyé au tribunal pour des choses qui sont sur le site, qui ne sont pas des articles de moi, qui ne sont pas des commentaires de moi, mais c'est moi le responsable puisque je suis directeur de la publication de fait. Puisqu'en fait, au départ, c'était pas moi, mais j'ai été condamné 2 fois. Un, parce que je ne l'étais pas, et 2, parce que j'aurais dû l'être, tu vois. Pour ceux qui croient au droit positif, ça fait doucement rigoler. Le droit n'est pas, comment dirais-je, l'usage de la logique dans le but de faire survenir la vérité et le bien. Ça, ceux qui croient ça n'ont jamais mis les pieds dans un tribunal. Hein. Ça, c'est pas la logique au service du bien et de la vérité. Ça s'appelle le droit. Hein, c'est cette espèce de bricolage qui est là pour habiller d'une apparence, on va dire, logico-formelle, le droit du plus fort. Hein. Le droit, c'est le droit du plus fort. Et après, pour que ça ne se voit pas que c'est de la brutalité pure, eh ben, il faut un habillage. Et là, ça s'appelle le tribunal. Le tribunal, c'est pour habiller la brutalité du pouvoir. Hein. C'est la loi qui est rendue au nom du peuple français avec, tu sais, tout un baratin qui s'appelle, je sais pas quoi, ça s'appelle les arguties, tu vois. Et donc ça, je vais le vivre à distance, puisque de toute façon, je ne me rendrai pas au tribunal, parce que je suis déjà sous le coup de plusieurs années de prison ferme. Donc je sais, à un moment donné, il y a un policier, alors régulièrement, ils essayent de me dire, il faudrait venir. Alors je dis, je ne peux pas venir, juge d'instruction qui me convoque. Là, je suis convoqué pour apologie de terrorisme, par exemple. Ça aussi, sur Gaza, quand vous critiquez le génocide de l'État juif suprémaciste théologico-racial, parce que c'est ça, vous êtes poursuivi par la République française pour apologie de terrorisme. Alors qu'Israël est un État terroriste dès l'origine. Je veux dire, c'est une vérité historique incontournable. Pratiquement tous ceux qui sont arrivés au sommet de l'État d'Israël depuis 1947 sont des poseurs de bombes. Hein, et des terroristes, c'est indiscutable. Mais c'est quand même nous, les pro-palestiniens, qui sommes arrêtés et parfois embastillés. Hein. Il y a des gars de chez nous qui ont fait qui sont d'ailleurs peut-être encore en prison, hein, qui font de la détention préventive, et qui sont arrachés chez eux par des policiers, tu sais, avec cagoulés, des fois en cassant la porte et en bousculant la grand-mère, pour apologie de terrorisme, pour te dire où en est la République aujourd'hui. Et donc, dans ce procès, ça va me permettre de dire tout ça, à distance, parce que, comme je te l'ai dit, je n'irai pas, puisque si j'y vais, je serai immédiatement incarcéré. Donc d'ailleurs là, il y a un juge d'instruction qui veut me convoquer, du coup sans doute il va me convoquer en vidéoconférence en Suisse, parce que les Suisses vont quand même m'obliger à aller au tribunal pour me faire questionner par un juge d'instruction, parce que ça, c'est ce que je subis déjà, hein, parce que si je m'y rends pas, par contre la police vient me chercher chez moi et m'y amène, donc je suis quand même obligé d'aller me rendre devant un juge d'instruction, dans une télé qui va me sortir son baratin pour me dire que c'est moi le méchant, et que lui incarne le bien et la France et la vérité. Justice. Oui, c'est pour ça que tu vois ce que je veux dire. On verra comment ça se passe. Mais donc voilà, ce procès du 18 juin, je n'y serai pas. Mon avocat va me défendre. Alors lui, il va faire de ce qu'on appelle le terme technique, c'est de la procédure. Parce qu'en réalité, pour un avocat, dans mon cas, il n'y a rien d'autre à faire que de la procédure. C'est-à-dire chercher la petite bête. Il n'est pas question de chercher ni la vérité ni la justice. Ça, on sait que c'est déjà exclu, mais c'est chercher la petite bête parce qu'avec la procédure, parfois, on peut échapper un peu. Par exemple, moi, on avait demandé mon incarcération à l'audience une fois, et la procédure a permis de démontrer que c'était pas du droit militaire, mais que c'était ni du droit du pénal strict, mais du droit de la presse. Je ne pouvais pas être incarcéré. D'ailleurs, le CRIF s'est tellement agacé qu'aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est la loi Soral, comme il y a eu la loi, tu sais, Dieudonné à un moment donné, pour dire que, vous voyez, si le droit de la presse était dans du pénal, il serait déjà en prison. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire le droit de la presse, qui au départ d'ailleurs était pour protéger la liberté de la presse, et qui progressivement, à coup de loi Pleven, Marchandeau et Guesso, s'est inversé. C'est une loi pour empêcher la liberté de la presse, hein, maintenant. On est dans ce processus d'inversion systématique, voilà, de quelque chose au départ qui sont des principes démocratiques, égalitaires, et qui par le temps et le pouvoir se retournent en leur contraire. Hein. Aujourd'hui, tout ce qui se fait de totalitaire en France se fait au nom de la protection et de la défense de la démocratie. C'est qu'à la fin, tu vois, les démocrates se retrouvent tout seuls, geôliers d'une prison où il y a tout le monde dedans. Parce que tout le monde, finalement, en a marre de la démocratie telle qu'ils nous la font subir. Tu vois. Mais c'est intéressant,
Je suis pas assez littéraire et j'ai pas le temps, mais s'il y avait encore des romanciers qui ont un peu de couilles et de talent, c'est des vrais sujets de roman, tu vois. Houellebecq, s'il s'intéresse un peu moins à la sexualité dégénérée, pourrait peut-être faire le boulot, parce qu'il a quand même un vrai talent pour ça. Mais il y a vraiment une œuvre littéraire à produire aujourd'hui sur la situation de la France. Hein. Je sais pas, peut-être que le mec est en train de le faire et qu'on ne le connaît pas et qu'on s'en rendra compte peut-être dans 10 ou 20 ans que le boulot avait été fait par un mec génial en chambre de bonne qui trouve pas un seul éditeur compte tenu de ce qui est devenu l'édition française. C'est possible. Rappelons-nous de John Kennedy Toole, tu vois, aux États-Unis, hein, pour ceux qui ont lu ce livre majeur qui s'appelle La Conjuration des imbéciles. Très actuel d'ailleurs. Enfin voilà, donc ce procès va être mon apothéose d'une certaine manière, mon Golgotha peut-être. Et je m'y prépare sereinement, parce que de toute façon, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait depuis. Je rappelle que mon premier procès remonte à 2002-2003. J'en suis à presque 90 procès depuis cette époque, à 23 condamnations définitives. Je ne vais même pas dire les sommes qui sont engagées, parce que n'oubliez pas que ça se solde toujours, outre les peines de prison qui peuvent être avec sursis, ça se solde toujours par du fiscal, n'oubliez pas. C'est-à-dire qu'à la fin, vous payez. Là, on me promet 7 ans de prison pour ce procès et 100 000 euros d'amende. On vous tape au porte-monnaie, hein, c'est quand même très bourgeois tout ça, c'est-à-dire on te ruine, quoi, tu vois, on te ruine. C'est pas simplement qu'on te coupe la parole, etc. On te ruine, on te fait crever, tu vois. Alors crever à la bourgeoise, c'est-à-dire le portefeuille. Tu crèves doucement, tu vois. Si tu peux crever de dépression, de suicide ou de maladie que tu vas générer, mais par contre, effectivement, on a supprimé la peine de mort, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que Badinter va aller au Panthéon, tu sais. C'est parce qu'effectivement, la peine de mort, il y a un côté, on assume, tu vois. Et puis d'ailleurs, la peine de mort, ça veut dire que la vie est sacrée. Celui qui a enlevé la vie dans des conditions horribles, on lui enlève parce que la vie est sacrée. La fin de la peine de mort, c'est la désacralisation de la vie en réalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le courage de la guillotine, on enferme un mec pendant 30 ans pour en faire soit un légume, soit un animal sauvage, tu vois. Et ça, c'est la vision Badinter, qui est de la merde, comme Simone Veil, hein, tu vois, c'est-à-dire l'avortement d'un côté, la fin de tout ça, c'est la destruction de la France par la communauté que vous connaissez bien. Et tout ça, la déchetterie cachère, hein, le Panthéon, tout ça j'ai annoncé. Hein. Simone Veil, on va commencer par Jean Zay, là ils vont nous mettre Badinter, enfin voilà, l'avortement. Il va y avoir un film sur Badinter aussi. Oui, bien sûr, c'est pour qu'on comprenne bien ce que c'est que la République et la France. Hein, voilà. Quand je dis que la France fait partie des territoires occupés, je sais ce que je dis. Et que libérer la Palestine, c'est aussi libérer la France. Hein. Mais enfin, bon, tout ça. Donc tout ça, ça sera mon procès de 18 juin. Et après, je verrai ce qui se passe. J'échapperai à la prison en France parce que j'y mets pas les pieds, mais par contre j'échapperai sans doute pas à la prison en Suisse, puisqu'il m'est promis aussi la prison en Suisse, hein. C'est à l'instruction en ce moment. Et si je veux échapper à la prison, il faut que je fasse comme dans les périodes réellement tendues, que je change d'empire, quoi, que je passe le rideau de fer. Et ça, c'est une question qui n'est pas une question rhétorique, hein. Ça veut dire refaire sa vie ailleurs, tout changer une fois de plus. J'ai déjà tout abandonné à Paris pour passer en Suisse. Ça m'a permis de tenir 5 ans de plus. Mais voilà, est-ce que mon destin, c'est d'aller en prison? Est-ce que mon destin, c'est de passer le rideau de fer? J'en sais rien. Il y a des comme disait Jovanovic, tu vois, je pose la question à mon ange gardien. Je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas question de faire teshuva, comme on dit. Il n'est pas question de s'excuser, il n'est pas question de demander pardon. Je sais que ce que je dis est fondé en raison et en morale, et que c'est un discours authentiquement patriote, qu'en le faisant, je défends des choses qui sont pour moi sacrées, la France, et aussi les valeurs chrétiennes qui sont les miennes. Et je sais que les méchants sont en face. Voilà, il n'y a aucun doute pour moi. Et voilà, c'est ma façon à moi de faire la guerre. Ça peut se faire de différentes façons. Et de toute façon, à mon âge, j'ai passé l'âge de porter les armes. Voilà, donc c'est une guerre sainte. Voilà. Alain Soral, merci. Et on finira sur ce joli terme. Voilà, nous sommes en guerre. Hein. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, c'est très important, et partagez sur les réseaux sociaux. On se rejoint bientôt sur Géopolitique Profonde. À très bientôt. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable.